Émission 706. Cette semaine, Ringside Volume 1, Kayfabe. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble, la culture populaire. Même si on est juste deux. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres incarnent le kayfabe tous les jours. Je vous les présente à l'instant. Le premier ferait un excellent manager de lutte, tu sais, qui fait des faces, sur le bord du ring. Simon Chénier est avec nous. Salut Simon. Salut, je suis le Jim Ross. Non, c'est pas ça son. Hey, je connais pas les noms. Là. Je les connais pas. Je connais pas assez ça. L'autre dude avec des lunettes puis une raquette de tennis là, qui est comme un expert. Ah, hey, excellent début de show, Simon. Bravo. Salut, Benoît. Salut. On va être rejoint plus tard par notre ami Laurent Boutin qui termine son corps de travail chez Planète BD. Marie-Lune et Jake sont en vacances cette semaine. Jake est en train de traverser le Canada. Est-ce que tu sais où est-ce qu'il est rendu? Je sais que la semaine passée, il était en Saskatchewan à un moment donné. La semaine passée, je pense que c'était hier. Hier, OK. Hier. C'est hier, tout simple. OK. Puis Marie-Lune, elle va faire une petite sortie, là. Oui. Le nom, quelqu'un l'a dit dans le chat. Jim Cornette. Jim Cornette, c'est ouais, ça que je cherchais. Jim Cornette qui est sur le chat en direct. Oui, Fitz, c'est un des membres Discord, puis je pense que c'est un des membres qui connaît la lutte. T'étais là hier, le Fitz, c'est le même. Là. Vous avez le même nom, là, je pense, sur Discord et sur Twitch. Voilà, on a beaucoup de gens qui tripent sa lutte, Simon. Fait que j'étais un peu appréhensif de parler de la bande dessinée en fin d'émission parce qu'il y a beaucoup de références à la lutte. Moi, j'ai aimé ça, je vous le dis tout de suite, mais je sais pas à quel point les fans de lutte vont apprécier. Mais ouais, c'est comme pas le... C'est difficile à juger. Ouais. On n'est pas des grands fans de lutte, mais on va en parler tout ça en fin d'émission. Mais c'est ça, Jake et Marie-Lune sont pas là. Par contre, j'ai vu Marie-Lune hier, puis elle m'a dit que la semaine prochaine, si on parle de Black Widow en fin d'émission, on va être présente. Elle va venir se joindre à nous pour l'épisode. Donc, Laurent s'en vient tantôt. Inquiétez-vous pas, ça va donner le fun à un moment donné. Hein? Vous savez, les vieux de la vieille vont se tasser, puis le genou va embarquer. Ouais, la jeune recrue. La jeune recrue. Comment ça va, Simon? Ça va. Le moral, ça se passe bien? Oui, ça s'améliore. Ça va bien. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment t'allais sur le Discord des Mystérieux. Pour vrai? Ouais, les gens sont inquiets. Ça va bien. Tant que je pense pas trop au travail pour l'instant. Oui, ça, je connais ça. Le reste, ça va. Puis je chemine, je médite. C'est bon. Je suis un peu médicamenté. J'adore ça. C'est correct. Puis tu disais tantôt, là, avant le début de l'émission, là, dans notre pré-show, là, pas de tabou à propos de prendre des médicaments, messieurs, dames. Là. Si vous avez besoin d'aide, là, d'un appui, là, allez-y. C'est ça. Puis n'hésitez pas. Puis pour vrai, ça aide. Pas que je pensais que ça aiderait pas, mais je pensais pas être rendu là, finalement. Oui, c'est ça. Les gens, d'habitude, ça dépend, j'imagine, quel médicament, mais si ça t'aide, pourquoi tu t'empêcherais d'avoir un petit appui? Mais moi, j'ai déjà pris des antidépresseurs quand j'étais très jeune, genre ado. Là. Puis, je me souviens qu'il y avait un gros tabou autour de la médication. Puis encore aujourd'hui, il y en a un, puis peut-être avec raison, on se pose des questions, mais c'était comme... C'était pas honteux, mais j'avais comme peur d'en prendre. J'étais têtu, je voulais pas en prendre. Puis, une fois que j'en ai pris, finalement, ça m'a full aidé. Là. Moi, je pense que la seule affaire que ça gosse, c'est que j'ai mal à la mâchoire. C'est ça que ça fait. C'est un des effets secondaires, mais c'est vraiment pas si grave que ça. C'est donc même bizarre que t'aies mal à la mâchoire. Maintenant. OK. Moi, je dors plus, man. Je dors tellement plus, ça n'a pas rapport. Depuis un an, là, je dors vraiment pas. Puis là, à ma job, il y a plein de changements. Fait que j'étais un peu stressé par rapport à la job. Je suis tanné. Tu sais, moi, je passe un an à la job, puis je suis tanné, je veux changer de job. Ouais. Fait que je sais pas où ce que ça mène. Je voudrais aller ailleurs. Là, en même temps, les choix sont limités à cause de la pandémie. Puis en même temps, je me plains la bouche pleine. Je travaille de la maison. Je suis relativement safe. J'ai pas à prendre le métro. Il y a du monde qui sont confrontés à cette affaire-là tous les jours. Ouais. Mais c'est pas mal d'affaires en un an et quelques. Là. Tu sais, la dernière saison là, de la Terre, là, c'est un petit peu...
Faut se donner une chance de respirer. Là. S'il vous plaît. Fait qu'on parle un petit peu de culture pop pour se changer les idées. Ah ouais, des affaires le fun. Là, comme, des affaires le fun. Des films post-apo. Oui, c'est ça. Mais juste avant, écoute, si tu le permets, Simon, je voulais te parler, parce qu'on a jasé la semaine passée, mais je voulais revenir sur le sujet. Conan O'Brien, qui a tiré sa référence de la télé quotidienne, littéralement. Ouais. Après 28 ans sur les petits écrans, il y a eu 3 itérations de son show, Late Night. Il y a eu très brièvement pendant 7 mois The Late Show sur NBC. Puis après, il a fait le saut du côté de TBS où il a fait Conan. Tonight Show. Tonight Show, pardon. Excuse-moi, j'ai dit autre chose. Puis Conan pendant 11 ans, je pense, environ 11 ans sur TBS. Puis là, il s'en va. Il va revenir sur HBO Max. Probablement que le show va être disponible au Canada ici, mais on ne sait pas où encore. On ne sait même pas. Puis je pense que l'équipe l'a même dit du côté de Conan. Ils ne savent pas la forme que ça va prendre. Ça ne sera pas un talk show. Ça va être un show de variété. Mais je voulais en parler un peu avec toi parce que je sais que tu es un gros fan de Conan. Puis moi, je suis dans une bulle en ce moment d'écouter du vieux Conan en rafale genre, sur YouTube. Puis là, tu me disais qu'il y a des vidéos qui ont été débloquées. Ben, le compte officiel Team Coco, je me suis rendu compte, c'est ça, que beaucoup de vidéos qui étaient disponibles seulement aux États-Unis ou si tu avais un VPN, maintenant sont disponibles à tout le monde. Fait que là, l'algorithme a fait que, tu sais, vu déjà que j'en écoutais, là, il y en a comme... Ça a explosé dans ma face. Ouais. Là, j'en écoute pas mal. Pas besoin d'aller sur le site de Team Coco, juste sur YouTube. Tout pas mal est là. Ils sortent encore du vieux stock, puis des fois des trucs qui ont rapport avec le podcast. S'ils reçoivent, comme cette semaine, aujourd'hui, ils ont reçu Al Yankovic. Oui. Là, il y a un bout d'une entrevue avec Al Yankovic qui est disponible sur leur YouTube. Ah, c'est cool ça. Mais t'as aussi, comme tu me disais avant le show, plein de fans qui ont enregistré ça sur VHS, qui mettent ça sur YouTube. Fait qu'en plus, on tombe dans un wormhole de Conan non-stop. Il y a un loop infini de matériel de Conan qui n'arrête pas. Fait que ça va comme un peu servir l'addiction pendant son absence. Je sais pas combien de temps il va être parti, mais c'est sûr que son talk show va me manquer. Mais j'ai découvert des trucs récemment à cause justement de l'algorithme. Où tu te souviens-tu du Traveling Salesman qui arrivait dans le studio en 2 segments pour vendre des cossins à Conan? Ouais. Puis c'était un de ses writers qui faisait un gars des années 50 qui vendait des cochonneries. Là. Ouais. Si, c'est bon, man. Comment ça passait à la télévision des années 90, ces affaires? Je peux pas croire. Je sais pas. C'est débile. Ouais, t'as vu, j'imagine, le FedEx Pope. Le FedEx Pope, qui est en fait, il fait partie des personnages poches, là, c'est ça? C'est juste un gars qui a une boîte de FedEx à la tête. Ouais. Ou le Kermit qui vomit. Ouais. Ça, c'était quelque chose. J'ai vu le chien qui tue aussi. J'ai vu l'origine du chien qui tue. Je pense que ça s'appelle Lassie ou Sally, peut-être. Ah, ouais. Aïe, c'est un segment où il amène un chien... German Shepherd, puis là, ils vont comme mettre un gars dans un costume là, d'attaque. Là. Ouais. Puis ils vont dire inquiète pas à être entraîné pour pas viser la tête. Puis le chien fait juste sortir un gun puis tirer le gars en plein milieu du chest. Puis après, le chien revient pour des trucs random. J'ai vu une entrevue où Conan est en train d'interviewer Kermit. Il se fait comme shutdown, tiré dans le ventre par le chien. En fait, il y a comme des loops de trucs qui reviennent sporadiquement comme ça. Je peux pas croire que c'est à la TV. C'est fantastique. On n'a pas eu de talk show comme ça. T'sais, il faisait pas ça à Adlib. Ni à l'écuyer. Ni à l'écuyer. Malgré que j'ai beaucoup aimé l'écuyer. Dans son genre. Là, ça a mal vieilli. Ah ouais. J'ai comme peur de l'écouter. Pas que c'est problématique. Quoi que ce soit, c'est juste... beaucoup moins le fun qu'on pensait que c'était. Ah ouais, c'est plus conventionnel. Avec tout ce qu'on a vu avec Conan, justement, là, on écoute ça, je suis comme, ouais. T'as-tu découvert du stock, genre, avec l'ouverture de l'algo, là, puis des clips disponibles au Canada? Non, mais aujourd'hui, puis hier, j'ai écouté beaucoup de Scraps. Ouais. Qui est comme des segments où tu les vois préparer l'émission, soit c'est des sketchs qui vont pas en ondes parce que c'est pas assez drôle ou quoi que ce soit. Fait que récemment, j'ai pas découvert grand-chose, mais il y a un moment où il répond à des questions du public, puis il y a quelqu'un qui
qui a un toutou d'un ours avec une couche. Puis ils font référence à Masturbating Bear, qui est un personnage dans le temps. Puis là, Conan, il dit au reste de la foule que ça, c'est un personnage que je faisais à l'autre show. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais trop vieux pour avoir ça dans mon show. C'est quand même un ours qui se masturbe. Ben ouais, c'est juste ça qu'il fait. Là. C'est que ça n'a pas rapport quand tu... Je pense que sa dernière apparition de date, ou une de ses dernières apparitions de date du temps qu'il a fait sa tournée à travers les États-Unis durant l'année qu'il ne pouvait pas être à la télévision. Ouais. C'est quand même assez débile. J'ai réalisé ça cette semaine en regardant des vieux clips de Conan. Ça date d'il y a 10 ans de ça. Cette tournée-là, le départ de Conan de NBC, dans ma tête, il y a genre maximum 4-5 ans. Et ça fait 10 ans que c'est comme ça. Depuis 2011. Ouais. Débile. Moi, je vais m'ennuyer de Conan. Pour vrai, j'ai hâte de le revoir. Il va y avoir du stock. J'espère qu'il va faire plus de stock pour le web puis qu'on va voir davantage. Veux-tu commencer les nouvelles cette semaine, mon cher Simon? Je peux bien. Tu veux-tu que je te fasse des sorties Blu-ray? Qu'est-ce qui te tente le plus? Qu'est-ce qui t'amènerait un beau sourire? Qu'il fasse moins chaud. Ouais, ça serait le fun. Mais je peux te faire les sorties Blu-ray. Vas-y donc. Premier film, House of Wax. Oui. Et je parle ici du remake de 2005. Celui avec Paris Hilton. Exact. Qui sort sur Shout Factory. C'est réalisé par Jaume Colette Serra. Le nom ne nous dit pas grand-chose, mais récemment, il a fait The Shallows. Donc, je pense que c'est le requin. Là. Ouais, le film que Jake peut pas voir. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et il l'a vu, finalement. Ça. Ah oui, il l'a écouté, finalement. Il était capable de l'écouter. Ouais. Puis il a fait Jungle Cruise, que j'ai aucune idée si c'est sorti ou ça va sortir. Ça s'en vient. C'est avec la femme de John... Comment elle s'appelle, Colin? Emily quelque chose? Oui. Amy, oui, c'est ça. Et The Rock. The Rock. Et parlant de The Rock, il va aussi faire Black Adam. Donc, ouais, il partage beaucoup de photos sur son Instagram en ce moment du tournage. Là. Emily Blunt, voilà. Ah, voilà. Mais House of Wax met en vedette Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray, Jared Padalecki et Paris Hilton. Fait que c'est tous des noms qui évoquent une époque. Ouais, ça fait très 2005. Exact. Bon, dans les bonus, il y a une entrevue avec Paris Hilton, d'ailleurs. Tu sais, je pense que ce film-là était peut-être... était connu pour les mauvaises raisons. Il y a beaucoup de gens qui allaient le voir juste parce que à l'époque, Paris Hilton était mal vu. Et, on la voyait mourir et là, tu sais. Ah oui, les gens voulaient la voir mourir. C'est ça, puis je trouve ça un peu... Est-ce qu'elle en parle dans le commentaire? Ben, c'est ce que... D'après moi, sûrement que oui, là, tu sais, surtout avec le documentaire qu'elle a fait récemment où, tu sais, on se rend compte que c'est pas vraiment la personne qu'on voyait. Fait que sûrement qu'ils reviennent là-dessus. Mais je sais pas, mais il y a quand même pas mal de bonus. Et j'ai le Google Translate. Oui, allons-y. House of Wax raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui sont la proie d'un sinistre complot en passant à travers une petite ville en route pour un match de football universitaire. C'est très de base. On ne nous explique pas c'est quoi la House of Wax, mais bon, je pense que vous savez... On comprend qu'elle est dans la ville, finalement. C'est ça. Les gens se font transformer en statues de cire. C'est peut-être ça au musée Grévin. Là. Moi, je pense que c'est ça. C'est une des raisons pourquoi je ne veux pas y aller, en fait. C'est comme une place pour cacher ses morts. Là. Il y a un gros lien avec la mafia. Comment elle s'appelle? Guylaine Tremblay, là. Ouais. La House Wax de Guylaine Tremblay. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui est dedans. C'est pas Guylaine, là. C'est ça. Guylaine est encore active. Là, ouais, à moins que ça soit un animatronique qui est actif. Ah, peut-être. Puis la vraie Guylaine est au musée Grévin. Ouais. On passe ça dans l'éther, une autre conspiration, on va s'en faire du bien. Il en manque de toute façon de ce temps-ci. Exact. C'est ça. Prochain film, The Wraith de 1986, qui sort sur le Vestron's Collector Edition. C'est un film mettant en vedette Charlie Sheen, Nick Cassavetes et Sherilyn Fenn. Drôle de mélange. Il y a aussi Clint Howard et Randy Quaid. Ah, mais quand je parlais d'étranges mélanges. Exact. Ouais, c'est ça. J'ai le Google Translate. Lorsque 4 orbes incandescents
s'entrechoquent au-dessus du désert de l'Arizona. Ils laissent dans leur sillage un dur à cuire Dodge Turbo Interceptor. Je pense que c'est une personne ou c'est un... C'est un char. C'est un char, OK. C'est juste que le translate... Et son énigmatique conducteur casqué. Le lendemain, le mystérieux Jake, Charlie Sheen... pas Jake, apparaît... not Jake, là. Non. J.A.K.E. L'autre Jake. C'est ça. Apparaît dans la ville de Brooks, attirant l'attention de Carrie, qui est Sheryl Fenn, et la colère de Packard, qui est Nick Cassavetes, le chef impitoyable d'un gang de coureurs de rue. Lorsque les membres d'un gang commencent à perdre des courses et des vies à cause de l'Interceptor, la mort récente du petit ami de Carrie semble soudainement liée à l'arrivée de Jake, la voiture imbattable, et d'une entité vengeresse appelée The Wraith. Je l'ai vu récemment. C'était étrange, c'était le fun. Je le conseille. Ouais? Okay. Ouais. Clint Howard était bon dedans? Ouais. Il faisait un... Il faisait ça un fucké? Ouais. Je pense que le seul film dans lequel il fait pas un fucké, c'est Apollo 13 où il joue un contrôleur. C'est vrai. Prochain film, c'est The Time Guardians. Attends, non. C'est pas au pluriel. The Time Guardian. Il y en a un, OK. De 1987. Ça met en vedette un gars qui s'appelle Tom Burlington. Mais aussi Dean Stockwell et Carrie Fisher. Carrie Fisher. C'est pas son plus grand film, j'imagine. mais elle est là-dedans. C'est dans un avenir lointain, la race humaine est proche de l'extinction. Hey, L'extinction. Faut que je pratique ma prononciation avant les shows. Tu peux, des petits réchauffements, des fois ça aide, oui. C'est ça. Mais l'extinction est une nouvelle race de créatures ressemblant à des bêtes règne sur la Terre. Les quelques survivants vivent dans la cité, une immense construction protégée capable de voyager à la fois dans l'espace et dans le temps. La ville remonte à notre époque pour sauver l'humanité. Fait que c'est une ville qui voyage dans le temps. C'est un film qui existe, c'est ce que j'apprends. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais. Je sais que j'ai levé la chasse à quelque part, puis il me semble que je suis endormi dessus. C'est pas très bon signe, ça. Non, c'est ça. Mais, tu sais, ça peut sûrement combler le besoin de certaines personnes. Mm-hmm. Et là... il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais je me suis dit, là, tu sais, ma chronique, je suis en train de me dire, est-ce que je la change un peu? Qu'est-ce qui serait différent? Ben, est-ce que je parle des sorties Blu-ray qui ont été annoncées, qui s'en viennent, les affaires plus intéressantes que ceux qui sortent la semaine? OK. Puis là, récemment, j'ai acheté beaucoup de Blu-ray de Vinegar Syndrome. Qui ont fait une vente pour il appelle ça le Halfway to Black Monday. Wow, OK. Puis là, quand je les ai reçus, je me suis dit, est-ce que je devrais faire un genre de vidéo d'unboxing pour en parler puis le rendre disponible au Patreon? Puis là, je me suis dit, non, c'est beaucoup trop de job. Est-ce que je vais en parler au show? Là, je n'ai pas parlé. Puis là, il y a comme plein de films qui passent à travers les cracks que je manque puis que je peux pas vous parler. Fait que c'est ça. Là, j'ai quelques nouvelles. Je vais faire ça en rafale. Ça sera pas très long, mais la semaine passée, j'ai parlé de Halloween en 4K. Là, ça a été confirmé. Il va y avoir, c'est ça, le 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous l'achetez directement sur le site de Charles Factory, vous aviez aussi l'option d'avoir le film avec le vinyle. Donc, vous avez la trame sonore. Bon. Sinon, vous pouvez... c'est ça, c'est déjà disponible en pre-order, fait que vous pouvez acheter ça là. Est-ce que tu te souviens du prix quand tu as regardé? Ça doit être quand même assez dispendieux, là, surtout s'il y a un vinyle qui est inclus. Ouais, ça, je me souviens pas, mais tu vois, il y a le site Unobstructed Views, que j'achète mes Blu-ray maintenant, qui est canadien, et eux, ils ont listé juste les 4K à genre 40$ chaque. Ouais. Fait qu'imaginez le prix d'un vinyle là-dedans, plus le shipping, plus le... En tout cas. Ouais. Il y a ça. Sinon, il y a Severin qui a annoncé 3 films de post-apo italien que j'attendais depuis longtemps en Blu-ray, dont Warrior of the Year 2072 ou The New Gladiator ou Les Centurions de l'an 2021. Donc l'année change selon la traduction, c'est bon ça? Ouais, c'est ça. Bravo, guys. C'est un genre de Running Man fait par Lucio Fulci.
Il y a ça, il y a Raiders of the Atlantis qui s'en vient et il y a Endgame de Joe D'Amato. Rien à voir avec Avengers Endgame. Non. Ils ont aussi annoncé Blood of Dracula en 4K, le film de Paul Morrissey qui est présenté par Andy Warhol avec Udo Kier, donc pour les intéressés. Et ils ont aussi annoncé Drop Dead Fred en Blu-ray. Donc, J'ai jamais vu Drop Dead Fred. J'ai jamais vu ça. Semblerait que beaucoup de gens qui l'ont vu jeune ont trippé sur le film, mais que quand tu le revois maintenant, ça ruine un peu ton souvenir du film. C'est-tu le film que j'ai pas vu et les gens me sont tout le temps surpris de l'apprendre? J'ai jamais vu Space Jam. Je suis 25 ans en retard. Il y a une suite qui sort là avec LeBron James, puis j'ai jamais vu Space Jam. Je l'ai vu pour la première fois, je crois, l'année dernière. Et, tu sais, c'est ça. Si tu l'as pas vu jeune, c'est un peu comme, OK. Penses-tu que j'ai besoin de le voir pour comprendre le 2? Non, je pense que non. Pas besoin. Il y a sûrement un clin d'œil, par contre, que je vais manquer à cause que j'ai pas vu le 1. Mais je vais l'écouter, à un moment donné. Quand je lisais à Laurent était très déçu. Il était très déçu de moi. Ouais, il est déçu aussi quand tu parles de Rock'n'None. Ouais, mais ça, là-dessus, il a tort, donc je peux pas y en vouloir. Ouais. Le 1 est le seul Rock'n'None. Aussi, Arrow Video a annoncé quelques trucs, dont un coffret 4K de Dune de David Lynch, un coffret de Legend, j'ai le nom Scott Price dans la tête, mais Ridley Scott, voilà. Mm-hmm. Scott Price, c'était le chef d'orchestre à l'Écuyer. On en parlait tantôt, ça t'est remonté à la tête. C'est ça. Et ils ont aussi annoncé un coffret de la Shaw Brothers, donc des films de Kung Fu. Il y en a 12 dedans. Ah, wow. OK, c'est un gros coffret, c'est pas individuel. Une grosse affaire. Wow. Puis ça s'appelle Volume 1. Fait qu'il va sûrement en avoir d'autres. Shit. En 4K, tu dis? Non, ça, c'est en Blu-ray. Blu-ray. Ça vaut la peine, par contre, pour les collectionneurs. Là, sûrement, ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Fait que voilà. Merci, Simon. Je vais rester dans les films, si tu me permets, parce que justement, là, ça a l'air que la vie, tranquillement, peut-être, et je dis peut-être, va revenir à la normale éventuellement. En tout cas, aussi normale qu'on peut. Donc, ça ramène aussi les sorties au cinéma. Il y a Black Widow qui est sorti vendredi dernier en salle. Simon va aller le voir. Tu as peut-être probablement demain en salle? Oui. En salle. Il est disponible également sur Disney+, si vous voulez le faire comme moi, puis pas me faire déranger par du monde sur leur téléphone, en plus qu'il y a un virus qui circule. Donc, c'est 34$. C'est quand même un peu dispendieux, mais moi, pour m'éviter les désagréments, puis je suis rendu une patate de maison, fait que c'était parfait pour moi. Mais il y a quand même des films qui reviennent à l'horaire, donc c'est des films qui ont été aussi, disons, qui ont été pas prolongés, mais repoussés plusieurs fois. Et donc, j'ai des dates, puis pour plusieurs films qui sont entendus, qui font bien sûr partie de la culture, disons, geek. On va commencer avec Ghostbusters Afterlife, qui est le film que j'ai pas le choix de voir avant de mourir, parce que c'est officiellement le 3e Ghostbusters, et c'est réalisé par Jason Reitman, le fils du réalisateur original de Ghostbusters. Donc, ça a été censé sortir à l'été 2020. Ça a été repoussé par la suite en mars 2021. Après juin 2021, et là, la sortie pour l'instant, c'est le 11 novembre 2021. Donc, Ghostbusters Afterlife, ça va être le 11 novembre 2021. Je te demande, toi, as-tu hâte de le voir? Sinon, je sais pas à quel point. Je n'ai jamais posé la question. Je suis tout le temps en train de parler du film, mais j'ai aucune idée si ça t'intéresse. Ben oui, c'est sûr, c'est Ghostbusters. Très bon. Ça? Très bon. Je te garde sur le show, c'est parfait. Prochain film qui a été repoussé, et là, on a une date concrète de sortie. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ça aussi, je suis assez excité. Retour de Benedict Cumberbatch, Benedict Wong et bien sûr Sam Raimi à la barre en tant que réalisateur du film. Au début, c'était supposé sortir en mai 2021. C'était repoussé à novembre 2021. Et là, c'est quand même assez loin. On parle du 25 mars 2022 pour Doctor Strange et The Multiverse of Madness, qui va peut-être avoir une référence, un lien avec ce qui se passe dans Loki. C'est pas super clair. Ça se peut très bien. The Batman. T'es-tu écœuré du Batman, toi, au cinéma, Simon, ou au contraire, tu vas aller le voir? Oh, c'est une bonne question. Ouais, hein? Ça dépend. Je vais me laisser tenter par un autre trailer pour voir si j'attends ou si je vais le voir au cinéma. Parfait. Le Batman de Matt Reeves, qui est à la barre en tant que réalisateur, qui met en vedette Robert Pattinson. Et pour l'instant, la sortie est prévue pour le 4 mars 2022.
Sortie simultanée en VOD, donc en vidéo on demand, parce que vous le savez, Warner Brothers qui a Batman, la propriété de DC Comics, ont aussi leur plateforme aux États-Unis qui s'appelle HBO Max, et maintenant Warner ont adopté une sortie conjointe cinéma, donc en salle, en présentiel et en virtuel. C'est sûr qu'il faut payer un certain montant. Au Canada, pour l'instant, ces genres de sorties-là ont lieu sur Crave avec un montant supplémentaire. Donc, si ça vous intéresse, c'est arrivé pour Godzilla, c'est arrivé pour d'autres films par le passé. J'imagine que ça risque d'être là pour The Batman, mais il n'y a rien de concret de confirmé, mais je pense que ça fait partie des ententes qu'ils ont avec Bell, qui possède la plateforme de Crave, si je ne me trompe pas. The Matrix 4, qu'on oublie qui s'en vient tout le temps. T'es-tu excité par The Matrix 4? Aucunement. C'est ça. Non, moi non plus. Je ne suis pas excité par The Matrix en général. OK, ouais. Je les ai réécoutés là, pour voir si ça allait raviver une certaine flamme. À part une nostalgie placée qui date des années 90, là, ça n'a pas fait vraiment effet pour moi. Mais je comprends qu'à l'époque, ça a fait des vagues, puis je comprends que le film a encore des adeptes aujourd'hui. C'était censé sortir le 21 mai 2021. Et là, ça a été repoussé au 22 décembre 2021, également en VOD, parce que ça sera disponible sur HBO Max, donc probablement Crave ici au Canada en même temps. Bien sûr, ça met en vedette Keanu Reeves, on a Carrie-Anne Moss, et ce sera réalisé par Lana Wachowski, qui est la réalisatrice. C'est que ça ressemble à ça pour les sorties. Il y en a d'autres. Je sais qu'avec la réouverture des salles tranquillement, et du déconfinement, surtout aux États-Unis, qui est assez massif. 48% de la population est vaccinée, au moins reçu au moins une dose là-bas. Il y a un semblant de box-office, mais box-office, pardon, je fais traduire à nos amis de box-office. De box-office qui commence à se remettre en place. D'ailleurs, le Black Widow a eu quand même une bonne entrée en salle. Les gens, je pense, ont envie de se retrouver là, dans des lieux là, qui étaient familiers, qui ont un petit peu de... qui ramène à des moments plus simples, des temps plus simples. Donc, les gens retournent en salle, tant mieux. Donc, on va voir comment tout ça va évoluer. Mais c'est les grosses sorties dont les dates ont été repoussées, puis pour lesquelles on a quelque chose de concret pour l'instant qui ont attiré mon attention. Qu'est-ce que tu avais, toi, Simon? Est-ce que tu veux que je te parle de films que j'ai regardés ou de la série The Americans? Je vais aller voir... Parle-moi donc de The Americans en place. OK. Tu peux garder l'autre pour tantôt, là, mais je suis plus intrigué par The Americans. Ouais, The Americans, là, c'est sûr, je vais peut-être spoiler un peu ce que c'est l'histoire, mais je rentre pas dans les détails, fait que n'ayez pas peur. The Americans, c'est une série qui se passe au début des années 80, donc pendant la guerre froide, et on suit une famille, mais cette famille-là, les deux parents, ce sont ce qu'on appelle des illegals, donc des agents secrets pour le KGB qui se font passer pour des Américains. Je vois. Ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est vraiment leur job, mais leur job, c'est d'être une famille américaine. C'est ça. Et donc, ils ont eu des enfants ensemble, mais tu sais, c'est pas un couple. Ils jouent un peu là-dessus. Tu sais, le couple s'aime, mais pas tant. Ils travaillent un peu. Est-ce qu'on est un couple? Est-ce qu'on s'aime? Puis ils ont eu des enfants qui, eux, sont américains. Et juste ça, ou que le soir, ben, il faut qu'ils sortent. Ils vont mettre des perruques. Ils vont aller s'infiltrer dans des endroits ou se faire passer pour d'autres mondes. Il y en a un qui a une relation avec une secrétaire du FBI qui, elle, est comme en amour avec. Tu sais, il y a tellement de niveaux là-dedans qui est fun. Et là, dans le premier épisode, aussi, il y a un nouveau voisin. Et ce nouveau voisin-là, c'est un agent du FBI qui enquête sur des illegals. Puis là, ils deviennent amis. Mais, en tout cas... Et c'est ça, c'est qu'on suit... Kerry Russell, excuse-moi, je t'écoutais, mais j'avais pas vu c'était Kerry Russell. Ouais, Kerry Russell, et c'est ça, on suit eux, la famille qui deal avec ça, et le FBI qui cherche de leur bord aussi. C'est quand même sérieux comme série. C'est hot, là. Je commence la saison 3. J'ai écouté les deux premières en pas grand temps. C'est une série de FX, donc je sais pas c'est disponible où au Canada. À part si vous achetez... vous pouvez acheter les DVD.
Oui, absolument. Et sûrement les Blu-ray aussi. Ou sur Apple TV aussi. C'est ça. Puis vous allez sur vidéotron.com, ça se trouve. Mais ouais, je suggère fortement la série. Aussi, juste pour voir tous les moyens de communication, les outils utilisés par les espions dans ces années-là, parce que c'est vraiment des choses qui sont arrivées et ça... C'est vraiment... on essaie de rendre ça authentique aussi dans comme la technologie, la communication avec des chiffres, des codes, puis aussi le fait que les personnages principaux, c'est une famille, tu les aimes, mais c'est des monstres aussi. C'est des monstres du monde. Okay. Là. Okay. Puis eux aussi, il y en a un, le père, il est plus comme... Bon, mais tant qu'à être ici, on va un peu profiter de cette liberté-là d'être américain, tu sais. Puis là, la Carrie Russell, elle est plus comme, ouais, mais c'est Mother Russia qui prédomine, c'est ça notre allégeance. Puis la mission, puis... En parlant de personne qui n'est pas un Américain ni un monstre, c'est notre ami Laurent Boutin qui se joint à nous. Salut Laurent. Pas un Russe non plus. T'es pas un Russe non plus. Ton seul défaut est que t'aimes Rock'n'None 2, mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé à ta face, Colin? Ben, moi, c'est ça. Moi, je le trosse pas, là. Non, c'est-tu... réponds une question. Qu'est-ce que Laurent Boutin dirait? Laurent Boutin dirait que, d'un, il avait un peu chaud. Puis là, il a commencé à streamer la barbe, puis son clipper, il est mort. En plein milieu. Fait que là, c'était un peu le bordel. Fait qu'il s'est dit, je vais aller en acheter un autre. C'est pas grave tant que ça, 2-3 jours, parce que je porte un masque tout le temps en dehors de chez nous, tu sais. Ouais. Puis là, il s'est acheté un nouveau clipper, mais il connaît mal les ajustements encore. Fait qu'il s'est dit, ah ouais, c'est plus court que ce que je visais, mais coudon. Est-ce que Laurent Boutin aime Rock'n'None 1 ou Rock'n'None 2? Laurent Boutin est très Rock'n'None 2 parce que Bernard Fortin qui rappe. Oui, OK. Est-ce que tu portes des pantalons en ce moment, Laurent? Nope. D'accord, c'est Laurent. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment lui. Okay. C'est bien moi. On est safe. On est safe. Excuse-moi, Simon, je t'ai coupé pour accueillir le vrai Laurent Boutin. C'est bon, mais ouais, non, c'est ça, je le suggère. Et il y a 6 saisons et c'est terminé, donc vous pouvez comme tout binge-watcher si vous voulez ou prenez votre temps. Saisons, okay. Mais, comment t'es tombé là-dessus? Est-ce que t'es quelqu'un qui te l'a suggéré? Oui, mon ami Laurence Lemieux m'en a parlé beaucoup et elle m'a dit, il faut que t'écoutes ça, là. Puis là, j'étais genre de série, tu sais, tu te fais tout le temps dire qu'il faut que t'écoutes de quoi, puis tu te fais comme... C'était mon Mandalorian jusqu'à temps que j'écoute. Moi, c'est mon Six Feet Under là, que j'ai jamais vu. Puis que je veux pas voir. Ça me tente pas. C'est comme trop tard. C'est ça, il est trop tard. The Americans, ça vient de finir. Là. Je viens de réaliser que The Mandalorian pour Marie-Lune, c'est ton True Detective à toi, Simon, que tu n'as jamais écouté non plus. Dommage. Moi, c'est un peu Breaking Bad. Ben, tu vois, on s'est fait spoiler par Gauthier à l'époque, donc j'ai comme plus envie de l'écouter, là. Oui, ben, tu sais, je veux dire, sûrement que la raid est le fun. Ben oui, c'est ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai oublié c'était quoi le spoiler. Tu le sais que ça va finir comme Gauthier l'a dit, anyway. Ouais, tu sais. Je sais. Mais de ce temps-ci, écoute, je me plains, là, c'est tellement un first world problem. Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que nous en ce moment, mais j'ouvre Netflix après une dure journée de travail, à suer, puis à me dire comment je pourrais donner plus pour l'entreprise. Puis c'est ironique là, pour les gens qui voient pas ma face en ce moment. Et je sais pas quoi écouter. Je suis devant Netflix, comme je suis abonné à tous les maudits services, puis je ne sais jamais quoi écouter. Je lance des trucs, puis les trucs, les séries me tentent à moitié. Donc j'ai pas, j'ai comme l'impression d'être dans un buffet où j'ai pris un petit peu de tout, mais il n'y a rien qui me rassasie. C'est comme chez nous quand j'ai envie de mettre un disque. Ben oui, qu'est-ce que c'est? Je suis comme, il n'y a rien ici. Rien de bon à écouter. Il y a juste ça, des disques. Ouais, des disques, des BD. C'est ça un problème qu'on a. Hein. Je pourrais m'acheter des BD, j'en ai pas. Ouais. Ce problème-là avec les films, tu sais. Oui, ouais, c'est ça. De moment donné, trop de choix, c'est comme pas assez, comme on dit. Ouais. Comme checker le menu au Barbies, là. T'es comme, OK, mais quand je peux tout manger, qu'est-ce que je mange? Écoute, ça fait tellement longtemps que je suis allé dans un resto, je ne saurais même pas comment utiliser un menu. Probablement que je le mangerais.
C'est juste là, la fameuse ambiance du Barbies, elle doit être morte. Là. Tu fais pas qu'en fait que le staff vienne te chanter bonne fête? Là? Non, c'est ça. Ouais, peut-être qu'ils le font avec des masques, là, je sais pas. Ah, non, tant qu'à ça. Là. Il y a un diner à côté de chez nous où je suis déjà allé chercher des trucs là, durant la pandémie là, pour du take-out, me faire un petit cadeau le vendredi. Et il y a des gens qui mangent là. Puis je comprends, mais en même temps, je comprends pas. Il me semble que c'est... Je sais pas. J'irais pas là. C'est sûr que tu habites l'autre bord de la rue. En plus, c'est aussi bien d'aller manger chez vous. J'avoue. Il y a bien des trucs comme ça là, qui... Moi, les bars, les restos, j'ai comme perdu l'intérêt. Les cinémas. Le cinéma, il était déjà à moins 10 depuis un bout là, avant que la pandémie arrive. Là. C'est pas dans les cinémas que le fait qu'il y a du monde dans le cinéma. Oh ouais, c'est ça. T'enlèves le monde du cinéma, je suis heureux. Ça va. Là. En passant, dans un mois, c'est super important de vous le rappeler, la deuxième saison de Lower Decks sort, Star Trek Lower Decks. Donc, tu sais, la série d'animation de Star Trek, qui est en fait la chose la plus Star Trek que les autres séries de Star Trek qui sont sorties dans les dernières années. Ça sort dans un mois. Fait que, mettez-vous une Peux-tu date. regarder juste ça, mettons? Je vais-tu comprendre? Je pense que oui. C'est un Rick and Morty version Star Trek. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'easter eggs, beaucoup de petits clins d'œil à l'univers de Star Trek. Ça fait peut-être moins apprécier cet aspect-là. C'est vraiment fait pour les vieux de la vieille de Star Trek. Mais tu vas peut-être trouver ton compte. Ouais. C'est le fun. C'est vraiment sympathique. C'est assez sympathique. Écoute Futurama à la place. Ouais, tu peux écouter Futurama aussi. Je viens de me rappeler que j'avais acheté le box set du de la première saison de The Original Series. Genre juste avant le temps des fêtes parce que tu sais le climat était genre ouais, d'après moi je vais être confiné encore un bout, je vais me préparer. Puis finalement je suis tout le temps allé travailler pareil, fait qu'il est encore emballé. Mais l'Original Series est sur Netflix et sur Crave en ce moment. Oui, mais c'est pas pareil comme acheter des cochonneries dans une de DVD de cochonneries à pharmacie. Je comprends. Ça, c'est ça. une chose qui me manque, c'est d'acheter des DVD prévisualisés, préutilisés à la pharmacie. Habituellement, maintenant, là, je rentre dans la pharmacie et je crisse mon camp le plus vite possible. Là. Mais j'avoue qu'avant, là, hey, voyons donc, il y a d'autres American Pie que les 4 originaux. Avec le père, puis d'autres, une nouvelle distribution. Wow, un film juste avec Stifler, mais c'est pas l'acteur qui jouait Stifler. American Pie présente. Mais quand c'est marqué nom de franchise présente, watchez-vous. C'est sûrement synonyme de caca. Et pourtant, Hobbs and Shaw, là. Oui, là, toi, c'était incroyable. Mais là, j'arrive pas à savoir si t'es ironique ou pas. C'est ça. Moi aussi, je me pose la question. Je sais plus. J'avoue que ça, j'ai vu le trailer au cinéma, puis j'étais comme, ça a l'air nice, jusqu'à temps que je catch que c'est un produit dérivé d'une franchise dont je n'ai rien vu, tu sais. J'étais comme, moi, The Rock, qui fait des jokes avec Jason Statham à la base. Il y a un bout ça me parle. Il y a Idris Elba qui est un nouveau Superman. Parce qu'il y a des super pouvoirs, parce qu'il est maintenant un cyborg. Et il y a The Rock qui est capable de tenir un hélicoptère après une chaîne accrochée après plein de trucks de remorquage qui flottent dans les airs. Oui, je l'ai vu ce bout-là. C'est de l'art. Tu me le conseilles, c'est ça que tu dis. Je te le conseille. C'est de la poésie. Mais là, demandez-moi pas si c'est bon. On va demander à Laurent d'abord qu'il fasse sa nouvelle. Qu'est-ce que tu as de ton côté? J'ai des recommandations de BD, si vous voulez. Ah, ben t'as du de la BD, toi. Ben oui, j'aimerais ça. Ouais, ça m'arrive. Fois de temps en temps. J'ai entendu dire que t'étais un peu amateur de BD. Oui. Tout un amateur. Légèrement. Genre les bases de données, là? Oui, exactement. Oui. Il tripe bien sur le PHP. Ah, écoutez, là, c'est lundi pour tout le monde. Hein? Exact. Il y en a 706. Là. Si vous n'aimez pas ça, allez écouter les autres. Là. C'est vrai, j'ai fait des meilleures blagues dans d'autres. À un moment donné, là. Ouf, celle-là, ouais, commencez pas. C'est pas tout à fait facile. OK. Il y a une BD qui s'appelle Les Espionnes racontent, qui est basée sur un essai, un livre d'enquête, on va dire comme ça, d'une journaliste qui s'appelle Chloé Habernard. Et là, c'est adapté en BD par Aurélie Paulet. Et c'est vraiment un reportage sur les femmes dans l'espionnage dans la vraie vie. Genre,
sur la base que, genre, quand tu vois des femmes dans James Bond, c'est tout le temps juste des chicks qui sont là pour être chicks, puis que, genre, c'est pas vrai que c'est juste ça. Fait que c'est vraiment un peu, tu sais, à la première personne, c'est elle qui rencontre des gens qui ont, des femmes qui ont travaillé dans l'espionnage. C'est très international, c'est-à-dire qu'il y a des Américaines, il y a des Françaises, il y a une Israélienne, il y a vraiment comme de l'espionnage de partout, puis tout ce que ça suppose aussi de pas très hollywoodien, comme James Bond, donc vraiment des femmes qui ont travaillé toute leur vie dans des bureaux à comme baser des données, puis à faire des liens entre eux autres. Puis oui, exact, tout est dans tout. Simon, je vois ta face. Je n'ai les bases de données. Je trippe sur les bases de données. Pour vrai, c'est full intéressant. C'est comme, tu sais, on sent qu'elle a eu de la misère à faire ça parce que, tu sais, tous les gens qui ont œuvré dans ce domaine-là sont même à la retraite sous le couvert du secret professionnel. Là. Ça signe des ententes et tout, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent en parler. Mais c'est ça, il y a aussi une femme qui avait fait de l'espionnage pour le compte de l'Allemagne de l'Est avant la chute du mur. Puis tout, fait que, il y a quand même des affaires qui remontent assez, mais c'est vraiment fascinant. C'est le genre de truc qui vous parle. Puis moi, je suis un peu fasciné par justement ces histoires-là de véritable espionnage. Genre, j'aime ça, James Bond. J'ai hâte qu'il sorte. D'ailleurs, Ben, je t'entendais tantôt, puis t'as pas mentionné la date de sortie. La raison, puis c'est drôle, en notant les dates de sortie des films là, qui ont attiré mon attention. Je n'ai pas vu de mise à jour concernant James Bond. De deux choses. La première, je suis pas un grand fan de James Bond à la base. Là. Je suis pas je déteste pas ça, mais je suis pas excité qu'un nouveau film est annoncé. Puis de deux, je sais pas, j'ai l'impression qu'à cause que MGM a été acheté par Amazon, c'est comme un peu en suspens. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une sortie en salle? Bien sûr qu'il pourrait malgré tout avoir une sortie en salle, même si Amazon a acheté MGM qui possède la franchise de James Bond. Mais à ma connaissance, ça n'a pas été annoncé. Vous seriez surpris d'apprendre que je ne sais pas tout sur la culture populaire. Ben, à un moment donné... Ça fait 15 ans que tu fais ça, de manière tu oui, mais souvent, je dis n'importe quoi. Trois quarts du temps, je dis n'importe quoi. Oui, je suis le meilleur. Mais donc, j'ai pas vu l'annonce passer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est au courant là, dans le chat en live, là, parce qu'on est diffusé les lundis sur Twitch, Facebook et YouTube en direct. Mais non, je suis pas au courant. Ben, les dernières nouvelles que j'avais vues, c'était encore en octobre prochain. OK. En tout cas, tout ça pour dire que j'aime bien ça, mais que je suis quand même fasciné aussi par le vrai aspect de la job, qui est comme vraiment moins glam, puis beaucoup moins de chars avec des lance-roquettes puis des sièges éjectables qu'on pense, là, mais... un peu comme dans The Americans. Ben, c'est ça. Tantôt. T'écouteras The Americans, Laurent. C'est très bon. OK. Ça me parle. C'est dont il parlait tout à l'heure avant que tu arrives. Ouais, j'ai manqué la moitié de ce que tu disais, mais je t'écoute les yeux fermés. Il n'y a pas de cage à banane là-dedans, par exemple. Rappelle donc le nom de la BD, s'il te plaît, Laurent. Ça s'appelle Les Espionnes racontent, qui est aussi le même titre pour le livre qui n'est pas de la BD, mais je ne sais pas si ça se tient aussi. J'en ai un autre peut-être aussi. Oui, vas-y. Un truc qui s'appelle Yojimbot. La pognez-vous? Non. Tu sais, Yojimbo, là, c'est des trucs de samouraï. Là, c'est Yojimbot. C'est un robot. Qu'est-ce que tu penses qui est un robot, c'est ça? Un robot. Colin. C'est bon. 15 ans. Bravo. 15 ans, t'as ça, c'est fait par un Français qui s'appelle Sylvain Repos. Pensez à Westworld mixé avec Far Out, dans le sens que c'est des androïdes, mais qu'on est un peu dans un parc d'attractions, mais qui est à l'abandon. Mais qu'à la place des cowboys, comme dans Far Out et dans Westworld, c'est tous des robots samouraïs. Puis là, il y a un jeune enfant orphelin là-dedans qui semble avoir... quelqu'un qui a copié quelqu'un là-dedans, là. Je sais pas, ou quelqu'un qui s'est dit hey, c'est vraiment cool ça, mais il me semble que moi j'aime mieux les samouraïs que les cowboys. Ben, entre les cowboys et les samouraïs, il n'y a qu'un pas à faire. Non? Ouais, oui, par où? Ben, les films de cowboys ont été inspirés par les films de samouraïs, non, guys? Oui. Bon, ben c'est ça. Oui. Tu viens de le faire là pas? C'est vrai. Faut que je le fasse? Oui. Bon, regarde, les films de samouraïs ont inspiré les films de cowboys. On check la reprise. C'est ça. Au ralenti. Mais sans joke, c'est vraiment cool. Si vous voulez voir des gros robots
Puis, tu sais, il y a des robots humanoïdes, mettons, mais il y a aussi des espèces de grosses déchiqueteuses qui vont essayer de se battre contre les samouraïs. Puis tout. C'est cool. C'est juste le concept. Moi, j'ai vu le titre, puis j'étais comme, wow! Le cerveau qui explose. Je suis comme, wow! Voyons donc, après les cowboys, c'est pas arrivé tout de suite qu'on fasse tout en robot. Mais voilà, j'étais bien excité. C'est un one-shot ou c'est une série? C'est un tome 1, mais j'ai pas l'impression que ça va s'éterniser full. Fait que je prévois 2 ou 3 max. Je vois. Ça, c'est le libraire qui parle. Hein? Ouais. Parfait. T'en avais-tu un autre? Non, c'est tout. OK, do. Moi, je te parlais de Ghostbusters. Ben, en fait, j'ai parlé brièvement de Ghostbusters Afterlife parce que la date de sortie est prévue le 11 novembre, mais j'ai des petites nouvelles concernant le film. C'est anecdotique, mais c'est quand même assez intéressant. The Toronto Sun, a eu une entrevue avec Dan Aykroyd, qui faisait partie de la distribution des Ghostbusters. Puis si vous ne saviez pas ça, vous ne pouvez pas être mon ami, c'est impossible. Parce que Dan Aykroyd, je ne sais pas si vous le saviez, mais est un grand fan d'histoires de paranormal et de fantômes. Il est le descendant d'une famille, dit-on, de chasseurs de fantômes. Son père a d'ailleurs écrit un livre sur la chasse aux fantômes et son histoire de famille a inspiré Dan Aykroyd, Ghostbusters. Dan Aykroyd, en ce moment, il prête sa voix comme narrateur à une série qui s'appelle Hotel Paranormal, dans laquelle les gens vont livrer des témoignages de trucs bizarres qui se sont passés. Genre, je suis revenu dans la cuisine, la porte du frigidaire était ouverte. C'était pas moi. C'est ma grand-mère. Des trucs excitants comme ça. Wow! C'est malade. Puis, c'est souvent anecdotique. Là. Moi qui adore les histoires de fantômes, des fois, j'en lis puis j'en écoute. Puis je suis comme, ouais, mais c'est pas si particulier que ça. Là. Je veux dire, t'as oublié de... Je sais pas. C'est plutôt anodin. Non, ouais. Donc, durant l'entrevue pour la promotion d'Hotel Paranormal, Dan Aykroyd en a profité pour plugger, bien sûr, Ghostbusters Afterlife, parce que Dan Aykroyd est encore lié avec Sony Pictures. Je crois qu'il est producteur aussi sur le projet. Donc, il y a de l'argent de mis là-dedans. Puis, il a dit que c'était non seulement un excellent, comment je pourrais dire, passage du bâton, du flambeau entre le père Reitman et son fils Jason Reitman en tant que nouveau réalisateur de la franchise, mais que aussi ça pourrait ramener des nouveaux personnages à créer des nouvelles itérations, des nouveaux films. Donc, il pourrait potentiellement y avoir d'autres films de Ghostbusters dans l'univers poursuivis par Jason Reitman, soit avec ces personnages-là, soit avec d'autres personnages. Là, je paraphrase. Bien sûr, Dan Aykroyd, c'est un gars extrêmement positif, tout le temps enclin à faire la promotion de ses projets, des projets auxquels il est associé de loin ou de près. Donc, vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Là. Il n'y a aucune annonce officielle, mais ça, c'est pas surprenant, disons, qu'une franchise importante et reconnue comme Ghostbusters pourrait éventuellement avoir une suite au-delà de Ghostbusters Afterlife, qui est à donner ça à une nouvelle génération ou à d'autres personnages qui prévoient le jour, pas simplement dans le prochain film de Jason Reitman. Fait que vous faites ce que vous voulez avec cette information-là. Et d'un autre côté aussi, je voulais vous amener vers votre attention vers Hook and Ladder. Attends. Est-ce qu'il pourrait y avoir un mash-up éventuel avec celui avec les filles, mettons? M'étonnerait beaucoup, bien franchement. Ça n'a pas été un succès populaire. Puis il faudrait faire, si, mettons, ça arrive, il faudrait que ça soit 2 univers qui mergent parce que dans le film des filles, si ça n'existait pas avant. T'sais. C'est ça. Mais il y a eu des rencontres dans... Excusez, j'ai dit dans le film des filles. C'est pas ça. On comprend ce que tu veux dire, la distribution principalement féminine. Là. Ouais. Mais il y a eu des rencontres dans les bandes dessinées. Là. Les bandes dessinées de... C'est IDW de Ghostbusters. Ouais. Il y a eu une rencontre, en fait, de pratiquement toutes les propriétés intellectuelles de Ghostbusters qui existent. La série comme telle, je l'ai déjà dit dans le cadre de l'émission, c'est une grosse fusion des grandes influences du cartoon, des films, puis même du jeu vidéo. Et je me suis pas rendu là dans les comics, malheureusement, mais je sais qu'à un moment donné, ils rencontrent d'autres itérations de leurs personnages, dont l'équipe féminine du Ghostbusters de 2016. Okay. Donc, ça m'étonnerait par contre que cette distribution-là revoie le jour. Ça n'a pas été un succès commercial. Puis on pourrait même dire que c'est grâce un peu à l'échec du film de 2016 qu'on a décidé de mettre de l'énergie puis de l'argent derrière le Ghostbusters Afterlife. Ça serait pas surpronant que ça ait aidé à motiver le projet. On dit grâce, mais peut-être qu'on va dire à cause. Grâce, à cause, c'est un synonyme. Là. On rentre un peu dans le sens que peut-être que ça va être pire. Ça se peut. Ça se peut très bien. Comment si seulement on avait continué. Mais moi, c'est pas... Le film de Ghostbusters de 2016, pour moi, est pas terrible. C'est un film qui est correct. Là, je l'aime. C'est correct, mais... Pour une franchise qui m'est si chère, Ghostbusters, j'ai pas trouvé que c'était
une belle itération. J'ai pas trouvé que c'était c'est même pas une suite. J'ai pas trouvé que c'était une nouvelle interprétation qui était si intéressante que ça. Il y avait un potentiel que ça soit intéressant. C'est ça. Il y a plein de trucs que j'ai aimés. C'est pourquoi. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Rick Moranis. Oui. Oui, OK. Ouais, ça doit être à cause de ça. Ouais, c'est ça. Il était trop occupé à se faire puncher d'en face à New York. Même à l'époque. On ne parle plus de ça. Non, je sais. Ça, là, c'est le bout où tout le monde en 2020 a comme levé de sa chaise, là, puis comme, hey, tu touches pas à mon Rick. Là. Non. Je voulais attirer votre attention vers Hook and Ladder Company numéro 8. C'est la vraie caserne qui a servi d'extérieur, la vraie caserne de pompiers qui a servi d'extérieur à Ghostbusters dans les films Ghostbusters 1 et 2 et celui de 2016. Et c'est devenu un peu un lieu de pèlerinage là, pour les grands amateurs de Ghostbusters. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc, il y a des gens qui vont à New York pour visiter, pas l'intérieur de la caserne, mais bien l'extérieur, se fait poser devant l'immeuble. Je me souviens que dans le jeu de Spider-Man de Sony, il y a moyen d'arriver devant la caserne. Puis je suis arrivé là par hasard. Ça m'a même fait un moton. Là. C'est devenu iconique comme immeuble. Et récemment, je vous avais parlé du fait que la caserne, Hook and Ladder Company numéro 8, assume pleinement son héritage lié à Ghostbusters. Et à chaque année, durant toute l'année, ils affichent dans l'entrée pour leur camion la grosse affiche de Ghostbusters 2. Et pour l'Halloween, ils vont même la sortir et la mettre à l'extérieur de l'immeuble. Elle a été endommagée. Et là, il y a un groupe de fans de Ghostbusters de Buffalo, les Buffalo Ghostbusters, qui ont comme entamé une campagne de sous-financement. Ils ont recueilli un GoFundMe, je pense que c'est quelque chose comme 6 700 $ environ, pour acheter une nouvelle affiche. Elle est légèrement endommagée, mais n'était pas si endommagée que ça parce que j'ai vu les images. Et là, au cours de la dernière semaine, la Hook and Ladder Company numéro 8, qui a un Instagram, a mis sur Instagram la pancarte qu'ils ont reçue de la gang des Buffalo Ghostbusters. Donc, pour les amateurs, parce qu'il y a vraiment des gens qui trippent sur la caserne la caserne de New York, ils l'ont mis sur le côté, juste au-dessus de la porte, sur le côté qui permet d'aller à l'extérieur, une porte régulière, puis une petite fenêtre juste au-dessus. Et c'est là qu'elle est placée. Elle est environ à 75% de la taille, finalement, de la grosse affiche. Donc, elle est assez minus. Mais il y a plusieurs images. Allez voir le groupe de la page Instagram de Hook and Ladder Company numéro 8. C'est franchement très cool. Il y a plein de costumes de Ghostbusters dans leur caserne. Il y a des patchs qui viennent de plusieurs regroupements d'amateurs de Ghostbusters qui sont affichés dedans. Donc, si vous essayez pas moyen vraiment d'aller à New York là, en ce moment, là, les frontières sont fermées, allez jeter un coup d'œil à l'Instagram. C'est très cool. Les frontières sont terminées? Sont terminées. Nous n'avons qu'un seul grand pays où tout le monde se tient par la main. Non, on n'est pas dans Star Trek, malheureusement, Laurent. Merci de ramener ça à ça. En parlant de la caserne, j'ai écouté un film il n'y a pas si longtemps qui était un film policier italien, mais il y avait des scènes tournées à New York. Ça datait de 79 et à un moment donné, il y a un char qui passe devant la caserne. Tu m'as envoyé le screenshot. Puis j'étais comme « Hey! » Je pense que, je sais pas si j'en ai parlé dans le cadre de l'émission, mais je l'avais mis sur Instagram quand je m'en suis rendu compte. J'écoutais les Buffy en rafale. Il y a une scène qui se passe dans l'intérieur qui a servi de caserne des Ghostbusters dans les années 80. Le décor existe encore, il est à LA. Puis attends une minute, non, ça ressemble bien trop. Puis les casiers sont là, la peinture originale est là, la disposition est la même. Donc, c'est encore un lieu qui existe, que les gens peuvent... Mais l'extérieur et l'intérieur, c'est deux endroits complètement différents. Là. Qu'est-ce que tu avais, toi, Simon? Oui, je te jure. Qu'est-ce que tu avais, toi, Simon? C'est du cinéma. Qu'est-ce que tu penses? Le cinéma. Hein? C'est dans le titre, Laurent. Allume. J'y croyais. Ils m'ont eu. Parlant de cinéma, je peux vous parler de cinéma? Pourquoi pas? Oui! Quel lien! Wow! J'ai écouté quelques films et je vais vous en parler, dont un trailer érotique. Oh, là, il fallait que tu nous le dises que tu allais parler de trailer érotique, là. Tu sais, fallait que je me laisse désirer comme un trailer érotique. J'ai écouté un film qui s'appelle Over the Wire. C'est un film de 96 réalisé par le célèbre Fred Olen Ray, qui ici utilise un pseudonyme. Ça raconte l'histoire d'un opérateur de ligne de téléphone qui est en train de faire sa job et il entend, il est comme pogné dans un poteau, là, il check des lignes. Puis là, il entend une femme dire à quelqu'un « Ouais, j'ai engagé quelqu'un pour tuer ma soeur. » Fait que là, lui, il fait comme « Hein?
Fait que là, il décide d'aller à la police. Ça, il fait bou, bou, bou. Ça ressemble à ça. Ouais. Il va à la police, mais vu qu'à Cab, ben, ils font rien. Fait que là, il s'en va voir son collègue de job, qui est un ancienne police. C'est pas trop clair. Puis là, il est comme, ben, on peut pas faire grand-chose. Fait que là, lui, ben, il décide d'aller à la maison. Puis là, évidemment, il sort dans la porte. C'est une fille. Puis là, il dit, je pense, il s'en va pour lui dire, je pense que ta sœur veut te tuer. Mais là, il y a sa sœur qui arrive. Puis là, il est comme... Ben là, ben, c'est un peu niaiseux parce que ça m'a tellement fait rire. Le gars, il décide de le dire quand même. Fait que là, il y a une de vous deux qui veut tuer l'autre. Arrangez-vous avec ça. Puis là, et pour le découvrir, je dois coucher avec les deux. C'est ce qui est arrivé, j'imagine. Ben, il y en a une qui le séduit, mais finalement, il couche avec l'autre aussi. Puis là, il est comme... En tout cas, c'est calme. Ouais, t'es awkward à Noël. C'est cave, puis c'est... ouais, ça, c'est sûr. C'est avec Shona O'Brien et Landon Hall. Et il y a aussi le célèbre character actor Ross Hagen qui joue dans ce film-là. Et là, il y a quelque chose là, dans le film qui m'a blowé up my mind. Ah ouais. Peu de choses qui peuvent faire ça en ce moment, là. Fait que je suis tout oui. Checkez bien ça. On est là. Vous souvenez-vous que je vous ai parlé de la trilogie The Escort? Ouais, si on s'en souvient, on s'en souvient. Les deux premiers étaient une escorte qui se fait passer pour quelqu'un qui veut tuer une fille. En tout cas, ces deux actrices-là sont les deux filles dans ce film-là. OK. Et là, dans le deuxième, The Escort, je vous avais dit qu'il avait réutilisé plein de scènes du premier The Escort, mais aussi d'un autre film. Que tu savais pas c'était quoi? Ben, j'avais fait ma recherche, je savais que c'était ça, mais là, c'est ça. Là, moi, j'ai vu les scènes en contexte en regardant ce film-là. T'sais. Mais là, il y a Ross Hagen qui arrive et il est habillé pareil comme il était habillé dans The Escort 3, qui n'avait pas de lien avec The Escort 1 et 2. Que c'était une autre histoire totalement. Et là, j'ai fait wow! Et il joue pas le même personnage, mais c'est un peu le même personnage. Oui, parce qu'il est habillé pareil. C'est un hommage. C'est un enquêteur de police. Puis là, fait que là, je suis comme... Est-ce que c'est un multiverse de The Escort? C'est-tu le Escortverse? Ouais. Est-ce que ça serait supposé... Est-ce que ça aurait pu être The Escort 4? Moi, d'après moi, c'était... Non, c'est ça. Parce qu'il date de avant The Escort. Donc, c'est peut-être un prequel avec des variants. Ouais, comme dans Loki. Exact. En tout cas, Une charte, ça, Simon. Je suis sur le dossier. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de voir si ça mène à quelque chose. Sûrement pas. Mais écoutez, restez à l'affût. Faut une charte, parce que là, tu as fait une charte de... Mémoire vive. Mémoire vive. Il te faut une charte visuelle du multiverse des films folichons, des films 3D. Mais en fait, je pense que la charte pourrait juste être ceux qui ont travaillé dans cette industrie-là. Puis que parce que c'est tout le temps le même monde qui revient. Ben, c'est ça, il y aurait beaucoup de lignes qui pointent vers Shannon Tweed. Il y a ça. Elle serait au centre. Oui, ça serait dit. Oui, absolument. C'est ça le point Goodwin? Ou, je sais pas. En tout cas, ça n'a plus rien. Aussi, j'ai écouté un film. Là, on change on s'en va dans le Shark Exploitation. OK, on part des boots au shark. Okay. Exact. Aux dents de la mer. J'ai écouté... Il y a 707 autres shows, là, vous pouvez aller les écouter. Demandez-moi-en pas trop, je suis médicamenté. C'est ça, là. J'ai écouté un film Deep Blood de 1990, un film réalisé par Joe D'Amato. Joe D'Amato, qui est un maître du sleaze et de films d'exploitation. Et là, évidemment, il a exploité le Jaws Exploitation. C'est super plate, mais vu que maintenant, mes médicaments me permettent de faire des nuits complètes, j'ai réussi à ne pas dormir pendant que j'écoute un film parce que je suis assez réveillé. Bon, je l'ai écouté au complet. Et... On dirait que t'es déçu.
Ouais, c'est ça, on dirait que t'aurais voulu dormir pour celle-là. Ouais, je pense que j'aurais aimé ça un petit peu somnolé, mais ça file un peu somnolent, justement. Il se passe pas grand-chose. C'est comme... tu sais, c'est la version Wish de Jaws 5. Oh my God. C'est même pas la version Wish du premier Jaws, non, la version non. Wish de Jaws 5. Puis, c'est comme... Il y a 4... au début, ça commence avec 4 enfants qui sont sur la plage, puis ils jouent sur la plage. Puis là, il y a, entre gros guillemets, un Indien qui arrive... puis il leur ramène un totem, puis là, il leur dit « Écoutez, il y a une créature géante, puis nous autres, on l'a battu avec des indications sur ce petit obélisque totem. » Puis là, les 4 gars, ils se sauvent les mains avec du sang, puis ils se serrent les mains, puis ils font un pack de sang avec le vieux monsieur indien qui est là, qui regarde. Faites jamais ça avec des étrangers, s'il vous plaît. Ben, c'est ça, c'est un peu facile pour lui de contrôler ces 4 petits gars-là. Puis là, il enterre le truc dans le sable, pas trop creux, tu sais, pour être sûr que le monde s'enfarge dedans, avec les couteaux avec lesquels ils se sont coupés. Puis là, on arrive plus tard, ils sont rendus, ils reviennent du collège. Il y en a un qui veut devenir golfeur professionnel. Puis là, il y en a un moment donné qui meurt, se fait tuer par le requin. Puis là, ben, les 3 restants, avec le père d'un autre, se mettent ensemble pour aller tuer le requin. Puis, c'est ça. C'est le hit des Sharksploitation. Ouais. Si on veut, c'est juste que hit, au moins, il y avait comme des... Ben, il y avait Tim Curry dans l'original, au moins. Il y avait un scénario. Ouais, OK. Là, ouais, puis, tu sais, les scènes de requins, c'est tellement mal monté. Ça vient de d'autres films, puis c'est des images d'archives tout le temps les mêmes là, qui reviennent dans ces films-là. Ouais. Fait que je vous le conseille fortement, 10 sur 10. Wow. Et un autre film, j'ai écouté Scanner Cop. Et oui, c'est dans le Scannerverse. C'est ce que j'allais te demander. C'est lié aux Scanners. Oui, exact. C'est un spin-off de Scanners. Donc, tu as Scanners 2, Scanners 3. Et après, il y a eu Scanner Cop. Et Scanner Cop 2. Oh my God. Voyons donc. Oui, voyons donc. Ouais. Je savais même pas qu'il y avait un Scanners 2. C'est un peu le phénomène Universal Soldier. Tu sais qu'il y en a un, puis là, après, tu te rends compte qu'il y en a 6 autres. Ouais, c'est ça. C'est comme Petit Pied, le dinosaure. Exact. C'est la même affaire. Il y en a genre 14. C'est ça. Avec moins de têtes qui explosent, mais... Et là, c'est le producteur de la série, produit tous les films, Pierre David, qui est un Keb, qui a produit tellement de films au Québec. On le salue. Mais aussi des films américains ou en tout cas canadiens, anglais. Et c'est ça, là, il s'est dit, hey, ça me tente de réaliser. Fait qu'il réalise. Puis c'est avec, entre autres, Richard Lynch, là, le gars qui a la face un peu brûlée, là, qui est comme le Rutger Hauer Wish, là. Qui a fait beaucoup trop de films. Excusez, je vais arrêter avec ma joke de Wish, là, mais j'aime ça. Oh, j'adore ça. Puis c'est ça. En fait, là, on est dans un monde où il y a des scanners, mais tout le monde prend des pilules pour pas avoir des symptômes de la tête qui force. Là. C'est quoi déjà des scanners? C'est des surhumains? C'est des télépathes que tu peux aussi comme briser le cerveau de la personne ou le faire exploser, en tout cas, si tu forces trop. Là, je viens de voir la pochette. Simon, c'est le genre de pochette qui m'aurait fait peur dans le temps au clip vidéo. Là. Il y a des petites têtes dans le front. C'est épouvantable. Ah oui. Ça, c'est un très bel effet spécial d'ailleurs. Surprenant. Je vais le partager pour les gens qui écoutent en direct, mais tabarnak. Ouais, je pense que ça, c'est le nouveau poster fait par Vinegar Syndrome. Parce que là, ils sont sortis en 4K. Tu sais. C'est de toute... Ah oui, OK. On n'a pas Scanners 1, 2, 3 en 4K, mais on a Scanner Cop 1 et 2 en 4K. C'est ça qu'on voulait vraiment. C'est ce que le monde voulait. Moi, c'est ça. Moi, j'étais heureux. Puis, c'est ça. C'est un kid qui est Scanners qui se fait élever par un policier. Puis là, c'est ça. Il a été élevé en prenant ses médicaments, donc il n'utilise jamais ses pouvoirs. Puis évidemment, à un moment donné, il a besoin d'utiliser ses pouvoirs pour trouver qui a tué telle personne. Puis c'est très niaiseux. Mais j'ai eu bien du fun avec. Puis j'ai hâte de vous parler du 2. Là, je vais l'écouter bientôt. Je suis vraiment curieux parce que je viens de voir le poster du 2. C'est aussi une œuvre d'art magnifique. Là. Ouais. Ouais. Mais ce qui me fascine, c'est
comment tous les scanners, il y a tellement de plans de monde qui font juste forcer de la tête. Puis, tu sais, je me disais, c'est sûr qu'après un tournage, t'as mal à la tête. C'est sûrement du monde qui sont morts d'anévrisme après les tournages de scanners. Forcer de la tête, je sais même pas. Tu sais, de où forcer, c'est comme bouger ses oreilles, là. C'est le genre d'affaire que je suis comme, OK, je vais essayer, puis je suis comme, non, en fait, je suis incapable de me figurer quel muscle je suis supposé bouger. Mais dans les bonus, il y avait une entrevue avec une des actrices, puis c'est ça qu'elle disait, comme, après une journée, là, j'avais trop mal à la tête, la force de forcer. Là. Ça peut être vraiment dangereux aussi. Il y a des anévrismes qui se font quand vous allez sur le siège. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai vu un épisode des X-Files où ça arrivait. C'est ce que j'allais dire, c'est dans les X-Files que j'ai appris ça. Ouais, l'excellent épisode des coquerelles. Des coquerelles. Et je vais pas trop en parler parce que je pense que je vais en reparler plus tard, mais là, je suis tombé, j'ai eu un goût d'écouter du vieux Jackie Chan. Et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas tant. Je connaissais les Jackie Chan plus américains, si on veut, ou tu sais, genre chose de Bronx, le Rumble in the Bronx. Puis là, j'ai découvert sa période un peu avant, dans les années 80, où c'est des films contemporains avec Sammo Hung et Yen Biao, qui ont fait comme 3 films, les 3 ensemble, réalisés par Sammo Hung. Là, j'ai commencé Dragons Forever, que j'ai adoré, et j'ai écouté Wheels on Meals aussi. Fait que, à un moment donné, je vais vous en parler plus parce que c'est génial et je veux en écouter. Il y en a tellement. Ça rentre au toast, ça niaise pas que la POC. C'est préliminaire, c'est assez intense. Le ton est tout le temps un peu off parce que c'est de l'humour, slapstick, puis du monde qui se pitch partout. Puis des cascadeurs qui meurent parce qu'ils tombent à terre. Là, mais Mathieu Niquette parlait justement d'une chaîne YouTube en ce moment qui écoute, je pense qu'il écoute sur sa chaîne Twitch, Miniquette. Beaucoup de films de Kung Fu. Puis ces films-là, ça s'assume. On sait exactement ce qu'on va aller chercher quand vous écoutez un film de Kung Fu chinois. Pas de niaisage. Là. Fait qu'il n'y a pas de temps pour de la prémisse, pas de développement de personnage, on s'en crisse. C'est de la bataille, c'est de la tapoche qu'on veut voir, puis c'est ce qu'on va vous donner. Là. Mais j'ai bien hâte d'en écouter d'autres. OK, j'ai hâte que tu nous en parles, Simon. Moi, un petit truc avant de passer le micro à Laurent. La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, messieurs, il y a eu la première bande-annonce de Star Wars Visions. On en avait entendu parler récemment quand Disney avait fait ses grosses annonces à l'hiver dernier. Mais Star Wars Vision, pour vous rappeler, c'est une série d'animation de style anthologique. Donc, chaque épisode contient des histoires qui se passent dans l'univers étendu de Star Wars. Je ne pense pas que c'est considéré canon, mais c'est des études de cas. Ça joue avec la mythologie, finalement, de Star Wars, qui est quand même immense. Et on va l'actualiser, ou on va plutôt la modeler avec les codes des animés japonais. Donc, il y a des studios d'animation japonais qui travaillent sur Star Wars Vision. Ça fait beaucoup penser à la prémisse de Animatrix, qui avait été créé à l'époque entre Matrix 1 et le 2 et le 3 qui allait sortir. Mais ça se passait vraiment dans le canon de Matrix, tandis que là, je ne suis pas très, très certain. D'autant plus que la nouvelle dont je veux vous parler va un petit peu brouiller les cartes parce qu'il va y avoir un livre basé sur un des segments qui sera diffusé à compter d'octobre prochain pour Star Wars Vision. C'est un segment qui s'appelle The Duel, qui a été réalisé par un certain Takanobu Misano. Et ça va être porté en roman par une certaine Emma Meko Kondon. Ça s'appelle Star Wars Vision, Star Wars Ronin, Visions Novel, donc on comprend que c'est inspiré de la série. Et ça suit un ancien Sith qui parcourt la galaxie, comme les Ronins, 100 mètres. Sauf que cette fois-ci, c'est un Dark Jedi. J'ai pas plus de détails sur le dit roman, à part le fait qu'il est basé sur un segment. Un des plus beaux segments, en fait, que j'ai vu dans la bande-annonce la semaine dernière. Ça promet, et j'ai hâte de voir ce que le livre raconte. Là, ça semble être une prémisse qui a souvent été explorée là, dans le style des contes de samouraï et de Ronin. C'est assez classique, mais là, on l'actualise à la sauce Star Wars. Et de son aveu, George Lucas, à l'époque, avait beaucoup inspiré l'univers de Star Wars sur les romans, pas les romans, mais les histoires, les légendes des samouraïs. Qu'est-ce que tu disais, Laurent? Je disais que ça se peut qu'il y ait des robots samouraïs. Ça se peut. Tabarnouche, on fait un lien avec les trucs de samouraï de tantôt. Tu vois, tout est dans tout, man. Qu'est-ce que tu avais, toi? Trembler
Ben écoute, en animatronique. Guylaine Tremblay, dans l'univers étendu Star Wars, je la vois très bien à la place de Han Solo recevoir une médaille, puis Chewbacca qui fait à la fin de New Hope. Mais qui est à peine de puis après, permettre. comme des remerciements de Metro Star. Là. Ah oui, c'est ça. Je remercie tous les Québécois pour leur amour. Pendant être devant la grande salle sur Yavin 4. Là. J'ai un deepfake de tout ça. Sûrement que ça se peut. On a des fans qui sont créateurs de deepfake. Là. Ouais, ça Bon, ben voilà, je t'ai donné une idée. Guylaine Tremblay, là, on vous la donne. Prenez-la. Qu'est-ce que t'avais, Simon? Laurent? Moi, je tiens à dire que je suis très déçu que Simon n'ait pas parlé de Bye Bye Chaperon Rouge, que je sais qu'il a regardé. Ouais, j'ai regardé hier. Rouge, c'est quoi ça? C'est un conte pour tous avec Fanny Lausier, mais tout le reste du cast c'est genre hongrois. Là. Ah ouais. Puis, Toute parce une que raid, hein? c'est parce que je sais pas trop où commencer. C'est tellement... j'ai rien compris. C'est le souvenir que j'en ai aussi. Ouais, c'est pas bien bizarre. Jury gros. Je l'avais réécouté il y a une couple d'années puisque je faisais un genre de marathon contre pour tous avec ma soeur. Puis tu sais, celui-là, je l'avais jamais vu au complet, je pense. Ou peut-être que oui, finalement, mais c'est parce qu'il n'y a rien qui fait du sens. C'est juste comme des scènes raboutées, comme un peu tout croche. Puis t'es comme, hein? Que c'est 1h30 de genre, quoi? Attends, Fanny, le rosier. Comment tu dis c'est ça? la grenouille et la baleine. C'est ça, c'est la grenouille et la baleine. Okay. Ouais. Puis aussi, j'étais fasciné parce que je l'écoutais avec des amis, puis avec Étienne et Gabriel, du podcast Terre humaine chez Isidore, disponible sur le Patreon, c'est ça. des Mystérieux Étonnants, qui est un spin-off de Noël chez Isidore. Produit par les Mystérieux Étonnants. Oui, c'est ça. J'étais chez eux et ils ont leur chien Damia qui était là. Et Damia regardait l'écran et était fasciné par ce qui se passait. Ouais, fait que moi, je regardais plus le chien être fasciné du film que moi qui écoutais le film. Tu sais. C'est peut-être pour ça qu'on... Peut-être pour ça que t'as de la misère à suivre. On comprend rien. C'est comme un film canin, genre. C'est ça. Qui vise le public canin. Qu'est-ce qui fait qu'un film devient un film canin, par exemple? Il y a je sais pas. Des sons, des images. C'est ça, c'est pas clair, là. Peut-être qu'il s'est dit, puisqu'il y a un loup, tu sais. Ouais. Peut-être. Loosely based sur l'histoire du Chaperon Rouge. Il se reconnaissait, lui, représenté. Ouais, comme, ici, je suis dans la nature. Il est tombé en amour avec Fanny Lausier. Parce que, moi, il y a une affaire, la trame sonore, à un moment donné, je la chantais, mais avec la bouche fermée, genre mais là, je m'en souviens pas c'était quoi. Puis à chaque fois je pognais une note, le chien me regardait, puis il venait me licher à la face. Puis c'était comme, OK, il y a peut-être quelque chose dans le son du film. Il y a peut-être quelque chose dans le son. Quelque chose. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on peut contrôler les chiens de la planète grâce à ce film. Ouais, genre, grâce à un si bémol. Ouais, c'est ça. On a peut-être découvert quelque chose. T'as peut-être découvert quelque chose, Simon, qui va créer un pont entre l'humanité et son plus grand ami. C'est peut-être pour ça que Rock de Mers a tué Chloé dans La guerre des tucs. C'est peut-être... Oui. Il en savait trop. Il en savait trop. Je pense qu'on peut spoiler La guerre des tucs, mais c'est le titre en anglais. Fait que, oui, fait que donc, ma nouvelle... Vas-y. Je voulais juste parler. Non, je compte pour tous. J'ai trouvé, il semblerait que c'était une vieille nouvelle, mais j'en avais pas entendu parler. Je pense pas qu'on l'a adressé dans le show. Ils sont en train de monter un Broadway musical basé sur Karate Kid. On a-tu déjà parlé de ça? Non, je pense pas. Non. On a parlé de la pièce d'Alien qui avait été faite par des jeunes en 2019. Mais pas non, ça. mais là, c'est sérieux. C'est sur Broadway. Écoute, c'est écrit par le scénariste du film original qui s'appelle Robert Mark Kamen, qui est aussi scénariste sur la série des Taken avec Liam Neeson et sur le 5e élément. Comme j'en apprends tous les jours. Ouais, et il y a un gars qui fait la musique parce que c'est un musical, fait que ça va prendre de la musique. Il s'appelle Drew Gasparini. Il y a une page Wikipédia, mais il n'y a rien qui me disait quoi que ce soit sur sa page parce que c'était toutes des musicals que je ne connaissais pas. Mais il y en a fait une couple. On n'est pas des grands fans de musicals. J'aime ça, mais je suis pas un connaisseur. C'est ça, il y a vraiment des geeks de musical, là, ça existe. Ouais, mais c'est parce que c'est tough. Faut aller à New York, puis ça coûte genre 500$. Hein?
Oui, puis on sait que les frontières sont terminées, hein? C'est ça, Laurent? Oui, les frontières sont terminées. Donc, on peut pas y aller. En général, j'en entends parler, soit s'ils viennent au Théâtre Saint-Denis, soit si ils font un film avec. Peut-être éventuellement une distribution québécoise. C'est ça, il est sorti In the Heights récemment, qui était un Broadway musical depuis super longtemps aussi, mais je n'avais pas entendu parler avant de voir le trailer au cinéma. Fait que, sauf que là, ils feront pas une version film du Broadway musical de Karate Kid. On sait pas si les tunes. Je veux dire, il y a déjà eu un remake de Karate Kid. Ils peuvent bien en refaire un autre remake avec les tunes. Ils pourraient le filmer puis le mettre au beau dimanche. Oui, puis je retire ce que je viens de dire parce que Little Shop of Horrors, c'est ça qui est arrivé. Ah, c'est vrai, c'est une piste à la base. Puis là, il y a même un remake de West Side Story par Spielberg qui s'en vient. Fait que on n'est pas à l'abri de remake. Non. Mais je suis quand même intrigué. Il semblerait qu'il était vraiment avancé. Genre, c'était supposé sortir comme juste avant que la pandémie pogne à travers le monde. Fait que là, ils se sont dit, ouais, j'imagine qu'il n'y a pas trop de musical qui se passe en ce moment, mais genre, le show, il est prêt. OK. Intriguant. N'est-ce On pas? pourrait faire un road trip donné généreusement au Patreon pour quand que les frontières seront déterminées. On pourra aller voir le... en tout cas, on pourra peut-être aller voir au Théâtre Saint-Denis. Mais on peut y aller au Théâtre Saint-Denis. Moi, il n'est pas question que je traverse la frontière. Là. Ouais, mais tu sais, le temps qu'ils se rendent au Théâtre Saint-Denis, on va aussi avoir le temps de rouvrir les frontières. Wow, il va y avoir le temps d'une 8e vague, là, que t'as pas. Le futur est en l'air, là, en ce moment. Rien de certain. Mais je suis intrigué. S'il y a des tunes des années 80, why not? Surtout dans un musical. Je sais pas, c'est sûrement... Ils ont l'air d'écrire des nouvelles tunes, tu sais. Je sais pas. Fait que j'imagine que ça va être quand même d'inspiration 80s. Ou ils vont essayer de le moderniser avec le fils de Will Smith. Moi, dans mon Karate Kid, il n'y a pas de iPhone. OK? Il y a du BMX puis du monde qui reçoit des coups dans les roubioles. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais ça, j'imagine que ça va rester. C'est comme ça qu'on réglait les conflits des années 80, man. Oui, mais maintenant aussi. Oui, check John Wick, là. Ah, ouais. Des couteaux dans les roubioles. Couteaux dans les roubioles, ouais, c'est ça. Après 2 balles dans le ventre, 1 balle dans la tête. Réglez pas vos problèmes comme ça à la maison. That escalated quickly. Oui, c'est ça. Tenez-vous pour l'instant au cou dans les roubignoles. C'est moins dommageable pour la vie déjà. Vous souvenez-vous qu'il y a eu pas vraiment un musical de Spider-Man qui a jamais levé finalement. Qui a été catastrophique. Il a existé. Là. Il a existé, mais pas longtemps. Parce que tout le monde se blessait sur le set. Turn off the dark. Ouais. Je sais pas si les tunes de U2 qu'ils ont fait pour ça sont disponibles. Je sais pas, mais... Ça m'intéresse pas, là. Je pense que c'est ça. J'allais dire, je serais curieux de le voir, mais là, si les tunes étaient de U2... Le monde se blessait à chacune des calices de représentation. Là. Il y a quelqu'un qui est tombé à un moment donné d'un building, là, pour vrai. Là. Sur scène. Ça n'a pas de sens. Là. Tu sais, quand on s'est tout fait forcer un album de U2 là, dans notre téléphone, là... Ah oui, c'est arrivé. Ça. Oui, je me Moi, suis est en crise contre eux autres. Ah, mais là, on vous le donne. Je pensais que vous seriez content. Non, vous Il y avait des articles sur Internet qui montraient comment l'enlever parce qu'il y avait une astuce. Là, Oui, je sais, c'est super compliqué. En plus, j'étais comme, c'est pas question que j'écoute une seule seconde de ça. C'est ça. Je me souviens qu'à un moment donné, je pense que j'écoutais de la musique sur mon iPhone, puis je marchais, puis c'est passé à random, puis c'est passé sur une tune de l'album, mais comme cette tune-là n'était pas téléchargée, donc ça streamait, donc ça utilisait mes données, puis dans ma tête, j'étais U2 en tabarnak. J'étais comme fâché contre U2, ils ont rien fait, là, ils ont juste enregistré une tune, puis... Mais bon... Bono a peut-être senti ses oreilles scellées à ce moment-là. Ouais, ses lunettes. Ses lunettes bleues ont vibré légèrement. Qu'est-ce qui te restait, toi, Simon? Est-ce qu'il te restait quelque chose? Non, à part de chialer contre YouTube, là, c'est pas mal tout ce que j'ai. C'est une cible facile, YouTube. Donc, je vais pas chialer, je vais amener une bonne nouvelle à la réalité, même si elle a déjà été diffusée au cours des dernières journées, mais je vais en parler dans le cadre des Mystérieux Étonnants, parce qu'on parle de Mike Flanagan, qui est un type que j'aime beaucoup. Mike Flanagan, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur, un scénariste qui a entre autres fait The Haunting of Hill House puis The Haunting of Bly Manor sur Netflix. Est-ce qu'il est parent avec Steve Flanagan? I don't think so, mais citez-moi pas. Souvenez-vous de Steve Flanagan? OK.
Non, est-ce que vous vous en souvenez? Non, le nom me dit quelque chose, mais... C'est le porte-parole d'Hydro-Québec pendant la crise du verglas en 98. Ah, c'est de là que je le connais! Oui, OK, c'est ça. Voilà, je suis vieux. Salut. Qu'est-ce qu'il fait de ce temps-ci, lui? Je sais pas, hein? Non, je sais pas. Il prend une retraite bien méritée. Sûrement. Ouais. Quand tu prends une retraite de Hydro-Québec, j'imagine qu'elle est quand même assez substantielle. Mais Mike Flanagan, lui, par contre. Mais Mike Flanagan, il arrête pas. Il a fait Dr. Sleep aussi. Il a fait plein de films. C'est un excellent réalisateur. L'année passée, Fantasia, on l'avait reçu dans le cadre d'un masterclass avec Mick Garris, que je vous invite à écouter sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de views, malheureusement, sur cette masterclass-là, mais c'est super intéressant. Il parle de l'adaptation de romans de Stephen King en scénario et éventuellement les adapter au petit et grand écran. Et donc, il n'arrête pas, il chôme pas. Et il va produire et co-écrire le pilote d'une série qui est adaptée d'une bande dessinée, cette fois-ci de Boom Studios. Ça, on parle d'adaptation de Marvel, DC, d'Image avec The Walking Dead. Mais il y a aussi d'autres choses qui se font en bande dessinée américaine, dont Boom Studios. L'adaptation s'appelle Something is Killing the Children. On en a parlé dans le cadre des Mystérieux. On a-tu parlé? On l'a lu, mais on n'a pas parlé. C'est quelque chose. On l'a lu, mais je pense qu'on n'a pas parlé parce qu'il y a eu l'espèce de grosse nouvelle d'enfants qui avaient été assassinés au Québec en même temps. Ouais, le timing était off. Le film, on s'est dit qu'on va être respectueux, on n'avait pas parlé de cette bande dessinée-là. Je me souviens que j'avais aimé ma lecture. Là, on parle juste... quand même. Ouais, l'adaptation du pilote seulement, donc on n'est pas dans... on n'a pas reçu le feu vert du côté du diffuseur pour une série complète, mais c'est possible parce que Mike Flanagan va produire le pilote pour Netflix. Et Netflix, il y a déjà bien des projets en développement avec eux en ce moment, dont 2 séries qui s'appellent Midnight Mass et Midnight Club, qui sont 2 projets complètement différents, qui n'ont pas de lien, qui ont avec le paranormal, mais c'est juste que le nom est similaire, mais ça n'a aucun lien. Et il est en train aussi de développer un truc pour Universal qui s'appelle The Season of Passage, plus, j'imagine, une suite à la série The Hunting qui s'en vient au petit écran. Je trouvais ça intéressant parce que j'aime beaucoup la carrière de Mike Flanagan, plein de talent, su quand même amener une dose, pas une dose, mais un aspect d'épouvante aux histoires de fantômes, je pense que je trouve qu'on avait perdu dans les dernières années. Il y a de quoi d'épouvantable dans les histoires d'épeurant dans l'histoire de Mike Flanagan d'esprit, dont le fait que tu restes poigné entre 2 univers. Là. Ça, pour moi, ça me fait extrêmement peur. Pour les gens, encore une fois, je me souviens même pas si on a parlé dans le cadre des Mystérieux Étonnants parce qu'on avait reporté, je pense, l'émission, mais l'histoire de la bande dessinée, c'est une petite ville qui est aux prises avec une disparition massive d'enfants. Et ceux qui réussissent à s'échapper, donc à revenir à leur famille, racontent des récits de créatures étranges. Et là-dedans, il y a un personnage qui se mêle à l'histoire, qui croit les enfants, qui fait penser à une espèce de Buffy, genre de figure de Buffy, chasseuse de démons. Et c'est là où on avait arrêté la bande dessinée, en fait. Je pense que le premier trailer, on n'était pas allé plus loin. Assez prometteur comme projet de Mike Flanagan. Je vais vous parler sinon d'un dernier truc, mais je vais laisser Laurent. Hey, je vais vous dire, les gens à la maison, si vous me perdez, ça se peut très bien, ça fait 2 fois que les lumières ici flashent. Donc, je sais pas ce qui va arriver, là. Je sais pas si c'est l'électricité de la bâtisse ou le... C'est Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent qui dépense l'électricité dans mon bout, mais je sais pas. C'est possible que vous me perdez à un moment donné. Vous êtes tenu averti. Qu'est-ce que tu avais, toi, Laurent, de ton côté? Pas grand-chose, juste qui est sorti, en fait, je pense, vendredi dernier. Le film Mandibule, le nouveau film de Quentin Dupieux, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Des courts-métrages, beaucoup, hein, c'est ça? Il en a fait beaucoup, mais il a fait beaucoup de longs aussi. Je pense que son plus connu, c'est encore Robert, le film avec le pneu. Ah, ben oui. Qui se promène en tuant des gens. Très bon film. C'est pas mon préféré de lui, je pense, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est tout le temps un peu déstabilisant. Mandibule non plus, je dirais pas que c'est son meilleur film, mais en même temps, c'est vraiment super drôle, c'est vraiment comme un film de stoner avec pas de drogue, mettons. C'est vraiment, là, c'est deux tatas qui sont sur une job de livraison louche dans un char volé, puis là, il y a comme un bruit dans le coffre du char, puis là, quand ils vont checker, c'est une mouche géante. Genre, pensez la grosseur d'un gros caniche, mettons.
Okay. Puis là, ils sont comme, il y a une mouche géante. Puis à la place de dire, c'est weird et terrifiant, ils sont comme, on va l'adresser pour qu'elle aille nous voler de l'argent dans les banques. Fait que là, ils oublient leur livraison, puis ils essayent de dresser la mouche. Puis là, on s'ensuit des péripéties vraiment crissement tata. Mais en tout cas, si vous avez le goût d'une comédie niaiseuse, vraiment feel good, je le recommande beaucoup. J'ai eu beaucoup de fun. Beaucoup de fun. Cool. Nice. Voilà, c'est tout. Merci. Parfait. J'avais une question, Benoît. Oui. Je pense que la semaine passée, tu as parlé de quelque chose, Fear 94 ou... Oui, Fear Street 1995, puis la suite est sortie au cours du week-end, mais j'ai pas eu le temps de l'écouter encore. Okay. C'est ça, je me demandais ce que tu en avais pensé. Non, je commence par parler la semaine passée, mais je suis très content. J'avais même pas vu que ça allait venir vite comme ça. Je pensais que ça allait sortir quelque chose dans quelques mois ou dans quelques semaines, puis qu'on allait se passer les sorties parce qu'il va en avoir 3 total d'ici l'Halloween, mais la suite est sortie, je pense que c'est vendredi, donc Fear Street 1978, puis même si ça se passe en 1978, on retrouve les personnages du 1, donc il y a un pont, puis le prochain c'est Fear Street 1666, donc je suis en train de me demander s'il sort pas la semaine prochaine, mais c'est sûr que quand je l'aurai vu, je vais vous en parler parce que j'ai commencé à l'écouter, j'ai juste pas eu le temps de le terminer. Je fermais des yeux parce que contrairement à toi, j'arrive pas à dormir voir le soir, fait que je suis tout le temps fatigué. Et ça avait de l'air prometteur, j'avais bien aimé ça. On retrouvait l'actrice de Stranger Things dont le nom m'échappe, la jeune rouquine, qui était là. Puis sinon, c'est tous des acteurs inconnus, des jeunes acteurs. C'était très très bon, ils sont excellents les jeunes. Là. C'est 1666? Le troisième? Le troisième, oui. Ça recule dans le temps. C'est un film d'époque, genre. Ben oui, ça se passe en 1666, comme le titre l'explique, mais la prémisse du film, ça se passe toujours à notre époque, ou en 95, si tu veux. C'est qu'on... Mais ça fait référence à des vieux événements. Exactement. Le film se passe dans les vieux événements pour éclaircir un peu l'historique de la ville de Sunnyvale, où se passent les événements de la trilogie. Et on recule dans le temps pour comprendre en fait ce qui se passe parce que la ville est aux prises avec une malédiction due d'un pacte d'une sorcière avec le démon. Mais j'avais beaucoup aimé le premier. C'était particulièrement sanglant. Puis on traitait de drogue, on traitait de sexualité, on traitait de plein d'éléments qui, habituellement, on écarte quand on va dans l'horreur jeune adulte ou l'horreur jeunesse. Puis je trouvais que dans le style, ça fonctionnait très bien. C'est un Goosebump version 2.0, version très 2021. Et le deuxième volet semble très bien. Je vais vous en parler la semaine prochaine quand je l'aurai écouté. Sinon, une petite nouvelle vraiment triste pour clore le bloc de nouvelles. Durant le week-end dernier, le milieu du comic book américain a perdu l'un des leurs. Robson Rocha, qui est une figure montante, un artiste dont la carrière était en pleine explosion du côté du comic book américain, est décédé dû de complications causées par la COVID-19. Donc, il travaillait principalement chez DC Comics depuis 11 ans, entre autres sur Aquaman et Green Lantern. Décédé dimanche, comme je l'ai dit, de complications. Ça faisait 2 semaines qu'il était hospitalisé. Il était dans un hôpital du Brésil qui est en ce moment prise avec une flambée de cas assez épouvantable. Il y a eu un raz-de-marée de messages de ses collègues sur les médias sociaux, dont l'artiste québécois Yannick Paquette, qu'on a déjà reçu dans le cadre des Mystérieux Étonnants, qui travaille également pour DC Comics. Donc, je tenais à souligner son décès. Il était très jeune. Il avait autour de 5... On ne sait pas exactement son âge, mais c'est 35 ans. Donc, très jeune pour mourir de la COVID. Ce qui me rappelle qui m'amène à vous faire un rappel d'aller vous faire vacciner, parce que la tranche d'âge des jeunes ne vont pas se faire vacciner. Et c'est important que vous y allez, messieurs, dames, n'hésitez pas. C'est important pour vous et c'est important pour les autres. Puis même si vous n'allez pas en mourir parce que vous dites je suis jeune, il y a des dommages. Puis écoute, on a hâte de passer à autre chose. Il faut aller se faire vacciner. C'était ce que j'avais à vous dire. C'est le moment papa de la semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter avant qu'on prenne une petite pause? Non. Non? Allons prendre une petite pause et on va parler du sujet de la semaine. Mais juste avant, je vous rappelle que les Mystérieux Étonnants existent grâce à votre contribution Patreon. Et c'est Simon qui va vous en parler cette semaine. Oui, ben si vous donnez au Patreon le prix de 2 piastres, je pense, ou 3, qui est le prix d'un café, c'est ça? C'est ça. Oui, vous pouvez avoir accès à plusieurs bonus, dont un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation, que Benoît fait avec d'autres personnes que nous.
Et des fois, nous, ça dépend, sur plein de sujets, dont je crois que vous êtes encore sur François Pérusse. On a repris notre cycle de François Pérusse. On a enregistré ce week-end l'épisode sur le tome 8, où il nous en reste 4. C'est plus compliqué de parler d'albums sonores que de films, bien franchement. Puis le 8 n'est pas très bon, malheureusement. C'est un peu difficile. Mais ouais, c'est ça. Il y a d'autres choses aussi, Simon, qu'on peut avoir. Vous avez aussi un autre podcast bonus qui s'appelle Terre humaine chez Isidore, que je fais avec Étienne Forêt et Gabriel Luzacolore, qui parle de la série, de l'excellente série, meilleure que True Detective, meilleure que Game of Thrones, meilleure que The Mandalorian. Je parle ici de Terre humaine, série série agricole contemporaine de 1980. Là, on a un épisode en banque, mais qui n'est pas monté encore, donc qui devrait sortir bientôt. Et vous avez ça. Vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants, où il y a des visionnements de films, d'une communauté très le fun, avec de la lutte, puis mèmes. Yep. Beaucoup de mèmes de Family, j'allais dire Back to the Future, de Family, de Fast and Furious en ce moment. Ouais, j'ai trouvé ça drôle comment les gens se sont tannés vite, sauf moi. Ça fait toujours rire les mèmes de Vin Diesel. Mais c'est cher dans ton cœur, cette franchise. Oui. Hey, j'ai toujours pas vu le dernier en plus. Ben oui. Voyons donc. Il est juste au cinéma. Fait que... faut que j'aille au cinéma pour ça. Je sais pas. En tout cas. Puis, pour le Patreon, ça ressemble à ça. Mais ce que vous donnez nous aide à financer ce qu'on fait. Le serveur, les sites web, l'hébergement, le logiciel. Ça nous permet aussi d'avoir du matériel pour faire d'autres podcasts, dont Noël chez Isidore et Terre Kaiju. Voilà. Si tous tes podcasts s'appelaient pas tout à peu près pareil. C'est ça le problème. C'est un peu ça. Mais Noël chez Isidore, qui est un podcast pour les dépendants affectifs de Noël et tous les autres, c'est super inclusif. Exact. Avez-vous un nouvel épisode qui s'en vient? J'ai vu que tu étais avec Étienne en fin de semaine. Avez-vous profité de l'occasion? Non. On a juste relaxé un peu, mais on devrait en faire un bientôt pour le Noël du campeur. On a déjà nos sujets et ça s'en vient. Et le 6e et dernier épisode de la saison 1 de Terre Kaiju que tu fais avec Jake Dion, qui est sur les gros monstres qui se tapochent. Je reçois encore beaucoup de commentaires, de phrases clés qui sont sorties de ce dernier épisode. Pas encore, parce que je tombe dans une peur cacatonique à partir du moment que j'ai pas à parler à personne après ma fin de journée. Donc, il faut que je me motive. Mais passer en caméra en pleine canicule, là, ça a l'air d'être un nouveau slogan. Aujourd'hui, c'était une journée parfaite pour ça. Pour se passer en caméra. Tu m'as écrit pour me dire ça, d'ailleurs. Ouais. OK. J'étais chez Laurent, d'ailleurs, vendredi dernier, dans sa cour, puis il a refusé de me dire ce que ça voulait dire. Oh, OK. Je te l'ai dit. J'ai oublié. Je pense que j'étais un peu chaud. Ouais. Non, je te l'ai dit, puis t'as beaucoup ri en plus. Je me souviens pas du tout de ce que tu m'as dit. C'est pas trop de Jameson. Trop de Jameson and Coke. C'est ça. Merci, Simon. Pour les gens aussi, si vous pouvez pas donner au Patreon des Mystérieux Étonnants, je vous invite à en parler du show, à le partager. Ça fait 15 ans qu'on fait ce podcast-là. Et éventuellement, un retour en présentiel. Là, j'ai hâte de pouvoir faire ce show-là. D'un, devant vous. J'ai hâte de faire un show devant le public. Pour moi, je pense que ça va être un événement cathartique quand on va pouvoir le faire. On a bien hâte à ça. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify. On est sur Facebook, Twitter. Mais c'est genre, on diffuse les épisodes. Là. Puis on est sur Instagram. Et mystérieuxétonnant.com. On va prendre une petite pause et on revient avec le sujet de la semaine. Ringside, volume 1, Kayfabe. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Le sujet cette semaine, c'est une bande dessinée de Image Comics, Ringside, volume 1, Kayfabe de Joe Kintidge et Nick Barber. C'est, comme je l'ai dit, publié chez Image Comics. On suit les périples, en fait, d'un ancien lutteur du nom de Danish Danny Konokos. Son ancien nom de lutteur, c'était le Minotaur, qui dans les années 80-90 était une vedette de lutte et qui a fini par déménager au Japon pour devenir un enseignant. Il est éventuellement rappelé par une ancienne flamme, son copain du nom de Teddy, qui a des problèmes. Et Danny est revenu aux États-Unis, dans la région de San Francisco, pour essayer de retrouver son ancien chum, voir ce qui est arrivé.
Et par la même occasion, il renoue avec des gens qu'il a connus du milieu de la lutte à l'époque, dont son ancien ami, collègue lutteur du nom de Davis, qui lui accompagne un jeune poulain lutteur du nom de Reynolds. Donc, c'est une enquête policière, si vous voulez, dans le sens où on essaie de voir ce qui va se passer avec Teddy, à quoi il est mêlé, puis en même temps, on a des anecdotes, ou plutôt des facettes de ce que c'est la lutte, l'univers de la lutte qui sont développés en parallèle. À la manière d'une télésérie, il y a toujours ce qu'il appelle genre une première histoire principale, puis des histoires secondaires qui vont se dénouer en parallèle ou se développer en parallèle. Puis on est dans la même formule pour Ringside. En fait, tu as l'histoire principale avec Danny, puis tu as un peu les périples de Davis et Reynolds en parallèle. Puis c'est ce qui. En fait, c'est surtout cet aspect-là de la bande dessinée qui nourrit l'aspect lutte de la bande dessinée. Et comme on l'a mentionné tout à l'heure, je ne sais pas à quel point les fans de lutte vont être satisfaits parce que justement on fait allusion à comment la business fonctionne. On fait allusion à comment certains lutteurs à partir d'un certain âge ne sont plus... ils peuvent plus lutter, le corps ne le permet plus. Comment il y a des gens qui peuvent tomber sous les mauvaises faveurs de l'entreprise, de la grande société. On fait beaucoup de clins d'œil à la WWE. D'ailleurs, elle existe dans cet univers-là. C'est le Champion Max Wrestling Inc., donc la CMW, qui a aussi son boss à la Vince McMahon qui s'appelle Mr. Mager, qui est le boss de la CMW. Donc, je ne sais pas à quel point il faut être fan ou on peut, si vous êtes fan, vous allez apprécier. Moi, je ne suis pas un grand fan de lutte, mais je le découvre grâce aux gens du Discord des Mystérieux Étonnants. Le dimanche, on écoute la lutte souvent grâce à Gab, qui est un auditeur des Mystérieux qui diffuse. Et j'ai vraiment grandi à apprendre ce milieu-là. J'ai même des conversations de lutte avec notre ami Mathieu Niquette de DC&D. Et j'ai retrouvé certains éléments que j'avais appris au cours des derniers mois dans la bande dessinée. Puis ça a aidé à ma lecture. Mais toi, Laurent, toi, Simon, je sais que vous n'êtes pas des fans de lutte à la base. Vous avez déjà écouté de la lutte. Comment est-ce que vous êtes retrouvés dans la bande dessinée? C'est quoi votre appréciation de la bande dessinée du titre? Je te dirais que la lutte, pour moi, j'écoutais ça quand j'étais ado. Je suivais ça. Là, de ce temps-ci, j'écoute Dark Side of the Ring. Ah, c'est bon, ça. Puis j'avais un peu l'impression que c'était un épisode de tout ça, sans la narration ou les présentateurs qui parlent, mais plus vraiment une histoire qui aurait pu être Dark Side of the Ring. Qui est une série de Vice sur les côtés, les histoires sombres qui proviennent de la lutte. C'est documentaire, ouais. C'est ça. La BD, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai une question. Est-ce que ça finit là? Non, il y a 3 trades, je crois, au total. Okay. C'est une série à plusieurs numéros, mais elle est de courte durée. C'est pas une grande série. C'est pas une longue série. OK, parce que je comprenais rien de la fin. Sinon. Oui, OK, non, ça va se poursuivre, que t'as pas. OK, c'est bon. Fait que oui, j'ai aimé ça, mais ça filait beaucoup plus comme un drame que soit une série d'action ou une série sur la lutte. Exact. Puis je pense pas que tu as besoin d'être fan de lutte pour la question. Ouais, c'est ça que je demandais. C'est comme si tu écoutes The Wrestler, le film, tu n'es pas obligé de connaître la lutte. Là. Tu catches ce que c'est. Puis aussi, il y a des parallèles à faire avec les gens de la sphère geek qui vont dans les conventions. Puis qui ont eu une apparition dans un film, par exemple, important, puis ils vont jouer là-dessus le reste de leur vie pour avoir de l'argent, puis une certaine renommée. Oui, il y a ça là-dedans. Fait que oui, non, j'ai beaucoup apprécié quand même. Toi, Laurent, qu'est-ce que tu as pensé de la bande dessinée? Est-ce que tu es d'ailleurs un fan de lutte ou pas? Je connais très peu ça. En fait, c'est un peu... Honnêtement, pour moi, la lutte, c'est un peu comme Star Trek, mettons. Dans le sens que... Attends une minute, juste baisser mon micro puis faire tomber mon crayon. Non, mais laisse-moi. Dans le sens que je pense que je peux vraiment aimer ça, mais que l'ampleur de la chose me fait peur un peu. J'ai l'impression que si je tombe là-dedans, je vais perdre les pédales. Un peu ce qui est le comique pour certaines personnes. Genre, tu sais, je suis comme... Je peux comprendre. J'ai l'impression que c'est des choses dans lesquelles je ne pourrais pas être casual tant que ça. Tu sais, je finirais par genre être ben trop intense, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai déjà vu un match par-ci par-là, j'ai déjà lu un peu là-dessus, je vois à peu près comment ça marche, mais tu sais, je connais pas rien, là. OK.
en vrai, mais tu vois, moi, c'est pas ça qui m'a dérangé, mettons. Cet aspect-là était le bienvenu. Même, je te dirais qu'il n'y en avait pas assez, je trouve. Ouais, c'est ma critique. Mais ma critique se situe ailleurs. Dans le sens que, tu sais, mettons là, les gars, un de vous deux, vous venez me voir, puis vous me dites hey, il m'est arrivé de quoi? Devine c'est quoi? Là, genre, faut jouer aux devinettes. Puis il y a des énigmes. Ça se peut parce que je vous connais puis je vous aime que je joue le jeu, tu sais. Ouais. S'il y a un dude random dans la rue qui m'arrive, il est comme hey, il m'est arrivé de quoi? Devine quoi? Ça se peut que je m'en calisse, mettons. Oui. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui arrive avec cette BD-là. Genre, ça veut tellement garder un aura de mystère sur ces événements que... Ou c'est pas nécessaire. Ouais. Tu sais, là, il y a un super gros... J'ai lu 5 numéros, là. Il y a un super gros mystère sur pourquoi il a été barré de la Ligue de lutte. On ne sait pas plus. C'est faux long avant qu'on sache quoi que ce soit à propos de son chum qui est dans la merde tout le long. C'est super évasif. Il faut que je l'aide. Il est dans la merde. OK. Dis-moi en plus, tu sais, je sais pas, il s'est cassé un orteil, whatever, tu sais, puis il y a plein d'affaires là-dedans que j'ai l'impression que ça s'enlignait juste pour être un excellent cliffhanger de numéro, puis qu'après, ça repartait sur d'autres choses ou qu'il y avait une ellipse qu'on oubliait un peu, tu sais, sa prémisse, puis là, tu sais, j'ai trouvé bien cool les deux autres lutteurs qu'on voit en parallèle, mais... Ouais. En quoi ça aide mon histoire, tu sais. Peut-être qu'ultimement, si je lis les 3 trades, mais tu sais, je suis comme, là, en ce moment, là, ça m'apporte rien. Le scénariste, là, qui vient d'être embauché pour retravailler les scénarios, zéro intéressant. Je veux dire, il y a une grosse scène de drama de 5 pages là-dessus, on n'en reparle jamais. T'sais. Attends. Je pense que l'idée est intéressante. Je pense que dans le cadre de cette histoire-là, elle a, pour l'instant, après juste un trade, elle n'a pas vraiment sa place. C'est ça, c'est une histoire qui va continuer. Fait qu'il faut comme juger, est-ce que c'est un bon début d'histoire? Est-ce que ça nous tente de continuer, tu sais? Moi, ça me tente, après la lecture du premier. On dirait que ça me tenterait, mais dans l'optique où, d'habitude, mettons, on essaie de quand même rapper une espèce de chapitre avec un trade, je trouve que c'est pas abouti. Là, j'ai rien de rapper, zéro, genre. Ouais. Gab, il dit, justement, Gab, qui est un auditeur qui organise les soirées du dimanche sur le Discord des Mystérieux de Temps, pour lequel vous avez accès en échange de votre Patreon, dit que ça prend tout son sens avec le deuxième trade. Donc, ça va venir lier éventuellement. Je suis prêt à le croire, mais pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir lu un demi-album. Okay. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, justement, quand on écoute la lutte le dimanche avec les auditeurs des Mystérieux, c'est tout, ou pas mal tout, des connaisseurs qui ont suivi ça pendant longtemps ou qui ont eu des périodes, ils ont arrêté d'en écouter, ils ont recommencé. Puis je trouve l'univers de la lutte franchement intéressant. Comme toi, je pense, Laurent, j'ai cette problématique-là ou j'ai cette crainte-là de c'est tellement immense, par où que tu commences, puis qu'est-ce que quoi veut dire. Mais à partir du moment que tu grattes, il y a plein de trucs intéressants. C'est un sujet là, illimité, là, la lutte. Là. Tu peux l'exploiter tu peux en jaser pendant des heures, puis tu n'arriveras jamais au bout du sujet. J'ai aimé de revoir certaines thématiques pour lesquelles j'ai pris connaissance dans les derniers mois dans la bande dessinée. Mais comme toi, j'ai eu l'impression qu'il ouvrait beaucoup, beaucoup de portes, puis sans fermer beaucoup. Puis c'est des portes qui n'étaient pas nécessaires. L'histoire du gars qui est nouvellement, il fait partie de l'équipe créative, puis c'est un scénariste, puis il se fait gueuler après par le Vince McMahon de cet univers-là. OK. Mais en quoi c'est lié à mon histoire principale? Ouais. Encore l'histoire. C'est qui ce gars-là? Puis pourquoi? Puis j'en avais déjà assez avec Davis puis Reynolds, qui est le duo du vieux de la vieille qui fait de la lutte depuis les années 80, puis du jeune qui est super motivé, sans ouvrir une autre porte. Mais écoute, si on dit, comme Gabi dit, il y a conclusion où ça prend son sens dans le deuxième trade, je suis full partant pour continuer ma lecture. Mais c'est vrai que, tu sais, à un moment donné, là, quand ça fait 5 volumes, pas 5 volumes, mais 5 singles qui font le premier volume, on met un aura de mystère autour des raisons pour lesquelles Teddy est dans le trouble. Moi, Teddy, à la base, était la dernière chose dont je me souciais. J'étais beaucoup plus intéressé à savoir Danny, c'était quoi son passé, pourquoi il a quitté la lutte professionnelle, pourquoi il n'a aucune intention de revenir, est-ce qu'il y a des problèmes médicaux.
il est pas dans les bonnes grâces de la CMW, donc il est arrivé quelque chose. Ça m'intéressait. Mais Teddy, il peut bien mourir. Là. Puis on spoil, dans la partie de l'émission, il est peut-être mort, puis on s'en crisse. D'après moi, il est mort. D'après moi, il est mort aussi. Ouais. Mais ça feel comme si on avait vu la première demi-heure d'un film d'une heure et demie. Tu sais. Ouais. Puis, sauf que quand je l'ai lu, je le lisais en fonction de j'étais en train d'écouter un film d'une heure et demie. Fait que quand c'est fini, ben là, je parle pas d'un. Je parle de l'imagerie, là. Pas que je lis en disant hey, ça serait bon un film. Tu pensais que ça allait avoir une conclusion. Ben c'est ça, j'arrive à la fin, puis là, j'étais comme ok, c'est genre, je suis supposé de réfléchir à qu'est-ce que ça voulait dire, tout ça, puis tout, puis j'étais comme. On a souvent lu des histoires qui se conclusent pas avant le premier trade. C'est juste que le cliffhanger ou le point de chute du premier volume est tellement particulier que t'es comme un peu confus. Ouais, c'est ça. Je veux dire, on est habitué que le premier trade, c'est un volume 1, mais il y a quand même. Tu as souvent l'impression, après un premier trade, que la table est mise, puis là, c'est comme voici un pilote des choses qui vont s'en venir. Là. J'ai l'impression qu'on est en plein milieu du pilote, puis qu'on est comme. Ouais, mais ça, on y échappe pas. C'est pas la faute nécessairement de la bande dessinée. Ben, non, je pense plus que c'est comme plus la faute à Image de faire genre ça, c'est un trade avec une bonne histoire. Genre, je trouve ça mal découpé. Personnellement, mettons. J'ai pas de satisfaction que j'ai d'habitude en lisant un premier chapitre d'une longue histoire. On est habitué de lire des trades où le premier trade va, même si la fin est ouverte, on est accroché puis on veut continuer. Parce qu'il y a une façon d'organiser son récit, le découpage, le timing. Parce que là, la façon que ça se lisait, c'était comme slow, tu sais. Ouais. C'était comme quasiment relax. En tout cas, de la façon que je l'ai lu. Fait que, tu sais, que ça, c'est la fin. C'est sûr que ça bloque un peu, mais c'est dur parce qu'on essaie de critiquer le trade, mais à cause que ce qu'on veut comme réponse va venir plus tard. Là, on est comme un peu... c'est bon, mais pas tant. Ben, d'où le fait qu'il y a des limites quand on parle de ces séries-là, dont des séries des fois de super-héros qui s'incrustent dans un événement parmi tant d'autres qui chevauchent puis qui font suite à d'autres. C'est pas toujours évident de rester, si je peux dire, objectif, là, parce que il manque souvent des morceaux du puzzle. Par contre, je pense qu'une chose qui revient souvent, en tout cas dans les derniers épisodes, on a souvent arrivé, on se pose la question, est-ce que ça nous intéresse de poursuivre? Puis je dois dire que moi, ça m'intéresse de poursuivre ma lecture de Ringside. Je veux savoir ce qui va arriver au ce personnage-là. Puis étonnamment, je veux pas tant savoir ce qui va se passer avec Danny, le Minotaur, le lutteur qui est parti du Japon pour revenir aux États-Unis, mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer avec Davis et Reynolds, qui est le duo c'est mon duo bon cop, bad cop de la série. C'est le vieux de la vieille qui en a vu d'autres, qui a roulé sa bosse dans les années 80-90, qui a passé à travers le renouvellement de contrat, puis qui a jamais voulu faire trop de vagues parce qu'il voulait être une vedette, mais là, il est plus dans sa prime à cause de sa forme et son âge, mais il continue parce que c'est sa vie, puis il est un peu pogné là-dedans. Mais t'as le jeune qui commence, puis lui, il veut juste percer, puis il veut fonctionner, mais il est un peu l'assistant. Cette dynamique-là, je l'ai beaucoup aimé. Ça, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ces personnages-là. Est-ce qu'ils vont à leur passage, Davis va devenir déchu? C'est cette histoire-là qui m'intéresse. C'est pas tant celle de policière ou d'enquête avec Teddy, ça. Il y a beaucoup de personnages secondaires aussi qui sont présentés, puis en tout cas dans le premier trade, ça sert pas à grand-chose, là. Le prêteur sur gage, qui est un ami de longue date de Danny, sert pas à grand-chose à part présenter l'autre qui est comme un genre de détective privé, body hunter. Je l'aimais, lui, quand même. C'était mon préf. J'aimerais mieux la série si c'était lui, en fait, je pense. Ben, tu parles de Terrence? Ouais. Ben, Terrence est cool, mais t'as pas besoin de l'autre personnage pour l'amener à Terrence. C'est un personnage inutile. Ben, c'est aussi peut-être un peu le comic relief. Ouais, pas nécessairement drôle, par exemple, là, mais c'était peut-être son OK, je vois qu'ils ont peut-être essayé de faire ça. Son ami à lui, qui est une ancienne de l'armée avec qui il a travaillé aussi.
J'ai pas trop compris le lien. Ouais. Si j'ai bien compris, c'est un ancien Marine, fait que ce serait une ancienne amie du temps des Marines. Ouais. Mais, en tout cas, dans le premier trade, sa participation est plutôt éphémère. Là. Ça ne sert pas à grand-chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le premier trade. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler dans le deuxième, si leur utilisation va être justifiée ou pas. Moi, tu sais, j'aurais le goût de continuer, mais avec le moins d'efforts possible. Genre, tu sais, là, dans le temps des Romains, puis que, genre, il était assis sur une chaise, puis il se faisait donner des raisins dans la gueule par du monde. Ouais. Ben, j'aimerais ça que ça soit ça qu'on... Tu sais... Mais pour l'histoire. Genre, ouais, c'est ça. Genre, on te fasse manger le deuxième trade, genre. Ouais, je sais pas si ça veut dire qu'il faut juste que je lise le résumé sur Wikipédia, là, puis je vais être content. Ça peut être ça. Je veux vraiment m'investir. Je suis comme pas encore décidé. Mais sachant qu'il y a juste 3 trades, c'est quand même... Ouais, c'est pas si... non, c'est pas si long. C'est pas si long. C'est ça. Ben, tu sais, tu vois, moi, là, où j'en suis là, je suis plus dans un mode, je vais vous laisser lire la suite. Si jamais vous êtes comme, non, c'est vraiment malade, je suis prêt à faire l'effort, mais dans l'état où sont les choses après le premier trade, je dirais que je suis pas au rythme où ça va. Je suis pas tant que ça investi. Je suis comme... J'ai lu des affaires semblables. Mettons, tu sais, Sawton Bastard, il y a quand même un peu un feeling là, de je reviens en ville puis je vais péter des gueules. Puis de ce que j'ai lu de tout ça, c'était plus efficace. T'sais. Mais par contre, ça, c'est adressé. À un moment donné, quand le lutteur, il va pour péter des gueules, tu sais, son ami a fait « Hey, commande, là, t'es un lutteur. Oui, t'es en forme, mais pas tant que ça. Puis tu sais pas te battre pour vrai. » Mais tu sais, tu vois, ce bout-là, je trouvais ça intéressant, mais finalement, c'est quand même ça qui se passe. Comme, tu sais, c'est quoi, ils vous laissent défendre de faire encore ce genre d'histoire-là en l'adressant, mais en même temps, c'est pareil exactement ce genre d'histoire-là. Ben, ce qu'elle montre surtout, ce qu'elle adresse surtout, c'est que c'est pas une machine à tuer. C'est pas un gars surentraîné, style Red Beret, First Blood, Rambo qui retourne dans une petite ville américaine. Ouais. C'est pas ça. Là. Oui, il est fort, on s'entend, mais c'est ça. Mais aussi, le personnage principal, la personne qui veut sauver, est-ce que c'est son ex? C'est son ex-copain. OK, c'est ça. C'est ça. Mais au départ, on ne sait même pas c'est qui Teddy quand il revient aux États-Unis. Puis ça, je pense que c'est des éléments comme ça qu'ils ont laissé pour nous donner des petites récompenses en tant que lecteur. Tu apprends qu'il y avait un copain, comment ils se sont laissés, comment ils se sont rencontrés. Ça, j'ai apprécié. C'est un Marine aussi. C'est un Marine aussi. Ils ont fait de la sécurité ensemble. Ça intéressant que il y a beaucoup de personnages homosexuels, mais c'est pas une série là-dessus, mettons. Non. Je trouve ça rafraîchissant, en plus dans le milieu de la lutte qui est quand même assez macho puis tout. Mais ouais, il y a deux couples en fait. Le couple Teddy, Danny, puis même le jeune poulain Reynolds a un copain. Puis ça devient pas le focus de l'histoire, mais non, ça coule très bien. Par contre, Teddy avait l'air d'un méchant douche. Là, je sais pas pourquoi ils sont sortis ensemble. Mais non plus, ça a l'air d'un truc. Ça me dépasse. Même dans la vraie vie, en général. Moi, j'ai beaucoup aimé le film The Wrestler dans le temps. Puis ça adresse toutes ces problématiques-là liées à la lutte. Le fait que il y a des gens qui ont vécu des heures de gloire dans les années 80, qui n'ont pas investi leur argent, qui l'ont dépensé comme des cons. Ils ont pensé pouvoir rouler là-dessus toute leur vie. Puis ils se sont fait abandonner par l'entreprise, par la fédération, soit parce qu'ils ne pouvaient pas suivre, soit parce que c'était fini. Il n'y avait plus de hype autour d'eux. Puis je trouve que la figure du lutteur est la meilleure figure pour exploiter, est une figure tragique par excellence. Ouais. C'est l'idée de l'artiste qui s'est donné corps et âme pour son art. Puis des fois, ça va pas marcher. Puis des fois, il va juste tout perdre. Et c'était très comme ça dans le Wrestler. Le personnage de Davis est un peu comme ça aussi. Il est encore dans le milieu, mais il sera jamais le champion. Il sera jamais le gars que tout le monde acclame. La plupart des épisodes de Dark Side of the Ring, c'est ça. C'est souvent ça. Donc, tu sais, on sent que les deux auteurs ont fait leur classe et que c'est un sujet qui respecte la lutte. Et je pense que si vous avez aimé The Wrestler, pas besoin d'être fan de lutte pour comprendre la dynamique. Puis ils sont un peu dans la même chose pour. C'est un peu la même chose pour Ringside. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Simon, Laurent? Non, mais si quelqu'un veut venir me servir des raisins, je serais heureux. Maintenant que tu es double vax. Ouais. Laurent aussi, d'ailleurs. Ouais. Depuis et moi aussi. 2 jours. C'est débile. Ça va vite. Oh yeah. Génial.
Donc, on est 100%. De ce qu'on peut, oui, 100% de ce qu'on peut pour l'instant. C'est ça. C'est pas fini, mais c'est ça. Fait qu'allez vous faire vacciner à la maison. C'est super important. Merci Laurent, merci Simon. Semaine prochaine, I guess qu'on va faire Black Widow. Notre amie mais Marie-Lune sera là, finalement, pour Black Widow, parce qu'elle a vu le film également en salle. Moi, je l'ai loué sur Disney+. Donc, ce sera le sujet de la semaine prochaine. Allez jeter un coup d'œil sur le Patreon durant la semaine. Il va y avoir un nouvel épisode de Bifurcation. Jeudi, on a enregistré un épisode sur l'album du peuple tome 8. L'horaire est un peu plus lente en ce moment à cause que, tout le monde est super occupé, on s'entend, là. C'est l'été, les petits parties. C'est les petits parties, on a le droit aux petits parties, fait qu'on essaie d'en faire. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de petits parties. Mais sinon, sur le Discord des Mystères Étonnants, toute la semaine, il y a des activités. Le monde jazz, c'est une belle place pour garder contact avec les gens, des gens de qualité. Il y a l'Internet, puis il y a notre crowd. OK? Je vais répéter ça, là. Il y a les anus de l'Internet, puis il y a notre crowd. OK? Il n'y a pas vraiment d'anus dans notre crowd. Même pas de singulier, il n'y a même pas d'anal. Même pas d'anus digital? Ça, c'est... oui. C'est pas... On l'a tout fait de grand. On l'a tout fait en même temps. Le mien était vraiment plus gros. Bon, ouais. Oui, c'est ça. Mais sinon... digital, là, pas de raison de garder ça si c'est... OK. Bon. Le premier show de quelqu'un. On a perdu quelqu'un là. Fallait finir là-dessus. Ça allait tellement bien, esti. Ah boy, OK. Mais donc, faites attention à vous, même vaccinés. Hein? N'hésitez pas avec la POC, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!